Bienvenue chez SID, le podcast qui explore le sport de demain. Le football féminin en Afrique progresse, mais le chemin reste semé d'inégalités. Dans cet épisode de SID, Sébé Coulibaly, footballeuse professionnelle, internationale malienne et fondatrice de Lady Squad, revient sur son parcours de joueuse engagée. Entre passion, obstacles et volonté de faire changer les règles du jeu. Face à elle, Bruno Lalonde, expert du sport business et fondateur de Women's Sport Africa, décrypte les enjeux d'investissement, de gouvernance et de croissance économique autour du sport féminin sur le continent. CAN 2025, data, leadership, diplomatie sportive. Ensemble, ils tracent des bases d'un modèle durable pour le football féminin africain. 2 voies, 2 parcours, une ambition commune, faire bouger les lignes et investir dans l'avenir. Un épisode puissant à écouter, partager et faire rayonner. Ok, bonjour et bienvenue dans le podcast SID. On est sur le 4e épisode. Je suis toujours accompagné de ma fidèle et acolyte partenaire, Manakon. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va? Tu as passé une bonne journée? Ouais. Pas trop fatigué? Non. Non? Non. On espère que tu es en forme parce que l'épisode sera vraiment chargé. Hein. Non, mais t'inquiète, on vient avec de bonnes vibes, donc ok, pas de souci. Bon, là, on est accompagné de 2 invités exceptionnels. On va commencer tout naturellement par la dame, bien sûr. Bonjour. Bonjour, je me présente, Sébé Coulibaly, internationale malienne, footballeuse professionnelle. Et je pense que j'aurai le temps d'en dire plus tout à l'heure, mais voilà, grande passionnée de football depuis ma tendre enfance. Ok. Et ensuite, ce sera au tour de monsieur. Alors moi, je m'appelle Bruno Lalonde, je suis un expert du sport business, un homme engagé avec des médias en France et en Afrique, notamment dédiés aux femmes et au sport. Et puis je suis un passionné et un activiste de la diplomatie et de la géostratégie. Ok, pas de souci. On reviendra sur le thème diplomatie sportive parce que ça m'intrigue un peu. Je connais que la diplomatie politique, mais sportive, c'est un thème nouveau pour moi. Aucun problème. Ok. Et de ce côté, bien sûr, Sébé qui nous a ramené 2 magnifiques jeunes filles qui vont se présenter également. Je vais commencer. Moi, c'est Myriam Zanbi, j'ai 27 ans. Ouais. Pareil, je suis passionnée par le football depuis très petite. J'ai eu la chance de jouer à un niveau professionnel depuis mes 19 ans. J'ai joué à Saint-Etienne, Brest et Nîmes. Et là, depuis 2 ans maintenant, je suis internationale. Je joue au Luxembourg. Ok. Ensuite. Bonjour, moi je me présente, je m'appelle Aïssatou. J'ai 15 ans, je suis étudiante et je fais de la natation. Ok. un peu passionnée de foot aussi, ou pas du tout? De loin ou de près ou pas De du loin. Tout de loin. Dans une certaine mesure, on va dire. Eh bien, ok, on va rentrer directement dans le presse du sujet. Je vais commencer, bien sûr, comme je dis, par les dames. Donc, Sébé, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a poussé à déjà jouer au football? Parce que je sais qu'à l'époque, c'était compliqué. Déjà qu'aujourd'hui, c'est compliqué de jouer au foot, mais je n'imagine pas comment c'était à l'époque. Du coup, à l'époque, alors moi, j'ai eu la chance, j'ai commencé à jouer au football avec mon frère. Ça a été un moyen pour moi de me faire ma place aussi au sein du quartier, parce que je viens d'un quartier qui s'appelle Les Bosquets à Montfermeil. Et c'est vrai qu'au départ, c'était compliqué de faire du football parce que c'était un sport dit masculin. On était tout de suite stigmatisés et il y a les préjugés. La place de la femme, c'est dans la cuisine. T'es un garçon manqué. Les femmes qui font du foot, exactement. Les femmes qui font du foot, elles se marient pas, elles ont pas d'enfants, etc. Donc plein de préjugés. Et du coup, moi, j'étais une grande passionnée. Et au-delà du football, c'est quelque chose qui me permettait de me sentir moi, qui me permettait de me sentir bien. Dans ma tête et dans ma peau, et je pense que c'était une période aussi où quand tu as un manque de confiance en toi et que tu vas à l'école, tu n'as pas confiance, le sport c'est vraiment un outil qui te permet de gagner en confiance et en estime de ta personne. Donc moi j'ai persisté, même si les parents c'était compliqué au départ. C'est sûr, j'imagine. C'était non, tu vas pas, tu fais la cuisine, etc. Je me cachais au départ. Et après, au fur et à mesure du temps, du coup, je joue à Montfermeil. On change de club parce qu'il n'y a plus de place pour les femmes. Je pars à Tremblay en France. Qui est aujourd'hui mon club de cœur pour moi. Et je connais le haut niveau avec une montée en D2, ce qui équivaut à la Ligue 2 chez les garçons. Et là, je suis sûre que
j'ai fait le bon choix de commencer à jouer au football et surtout d'avoir tenu tête en plus ou moins à mes parents parce que pour moi, c'était vraiment ce que je voulais faire de ma vie. Du coup, voilà, après, je suis repérée par l'AS Saint-Etienne. Là, c'est le plus haut niveau, c'est la Ligue 1. Et je dirais que Saint-Etienne, ça a été le plus gros échec de ma carrière footballistique parce que j'ai pas réussi à m'imposer. Mais ça a été pour moi la plus grande expérience footballistique de ma vie parce que c'est bon, tu joues avec les meilleures joueuses de ton championnat. À côté de toi, bah, tu progresses aux entraînements. Même si tu joues pas le week-end. Et après, j'étais jeune à cette époque-là. Donc, je gagne en expérience, je gagne en maturité aussi. Tu pars de chez toi, tu quittes ta zone de confort. Faut savoir que quand tu viens du 93 et que tu pars à Saint-Etienne, pour toi, c'est un gros changement. Pour toi, c'est la campagne. Et les activités, c'est plus les mêmes. Mais ça m'a responsabilisé. Et sur le terrain, je savais que fallait se battre pour avoir sa place. J'avais plus cette facilité-là que j'avais quand j'étais à Tremblay, où pour moi j'étais à chaque fois surclassée, où j'avais le niveau. Là, il fallait que je travaille 2 fois plus pour pouvoir avoir ma place sur le terrain. Donc, je dirais que ça a été le plus grand échec parce que j'ai pas réussi à m'imposer à avoir ma place. Mais voilà, ça m'a permis de grandir et ça m'a permis de vraiment réfléchir et aussi de me construire aussi. Mais les contraintes à Saint-Etienne, c'était quoi? C'était avec les coéquipières, le staff ou la direction? Alors en fait, c'est tout le problème du football féminin aujourd'hui, c'est que on avait des agents. Moi, j'en avais un. Et en fait, les agents, même si c'est féminin et que les salaires ne sont pas comme les hommes, il y a quand même des intérêts parfois qui vont pas dans le sens de la joueuse. Moi, je suis arrivée, je devais chercher un appartement, mais en fait, moi, je voulais un grand appartement, mais mon salaire, il suivait pas. Donc, je me suis mis dans un appartement, je paye mon premier loyer, je me dis, mais comment je vais manger là, on n'est même pas à la fin du mois, même pas à la moitié du mois. Donc, ça manquait de suivi. J'étais trop jeune et je savais tout simplement pas gérer les choses au-delà du sport. Et quand j'ai envie de dire, ça va pas bien dans ta vie de sport, dans ta vie personnelle, c'est difficile que ça aille bien sur le terrain. Je réfléchissais trop à comment j'allais m'en sortir financièrement dans mes études et j'étais pas concentrée pour pouvoir être performante sur le terrain. Ah non, mais donc quand tu as continué ta carrière de footballeuse, tu enchaînais avec les études également? Exactement. Mais c'était pas assez compliqué pour les deux? Si, c'était super compliqué. Toute la journée, t'es à l'école. Et le soir, tu dois enchaîner avec le foot. Tu finis à 22h, plus ou moins. Parce qu'après, tu vas directement à la salle. Ensuite, tu vas à l'entraînement. Et ça, tu le fais 7 jours sur 7. C'est usant, c'est fatigant. Mais après, quand t'es passionné, au départ, c'est un kiff. Tu aimes juste être sur le terrain. Mais après, c'était compliqué. À un moment donné, le double projet, faut y penser. Moi, c'est une chose que j'ai toujours voulu garder parce que Dieu merci, j'avais toujours cette conscience-là que le football féminin, non seulement ça paye pas comme les garçons, et je me suis toujours dit que je suis jamais à l'abri d'une blessure ou un coach qui veut pas de toi demain et t'as plus de salaire. Donc j'ai toujours pensé à ce double projet-là. Ok, je vais poser une question. Moi, je me demande, je pense peut-être en développant, on va y arriver. Est-ce que les conditions ont changé? Est-ce que autant tu étais dépaysée par rapport à tout ça? Est-ce que les jeunes filles aussi qui quittent de là où elles sont pour aller ailleurs ne le sont pas autant? Est-ce qu'il y a un accompagnement qui a été peut-être mis en place mieux avec les années pour permettre à ces personnes-là de pouvoir ne pas trop se soucier de l'aspect financier et plus se soucier de ce pourquoi elles sont là? Là où je dirais qu'il y a eu de l'évolution et j'en suis fière, je pense que les parents aujourd'hui suivent plus leurs filles qui font du football. Donc je pense qu'ils seront plus vigilants à envoyer leurs filles. Moi, mes parents, de base, ils voulaient même pas que je quitte chez moi. Le jour où je devais quitter chez moi, c'est le jour où je devais me marier. Donc partir... c'est vrai. Donc partir pour du football où pour eux, c'est un sport masculin, etc. Et tout ce qui en suit, c'était pas possible. Mais je pense que les parents suivent de plus en plus leurs filles. Moi, je vois, il y a des parents, ils vont aux détections sur Metz, sur Brest, enfin aux 4 coins de la France. Et aujourd'hui, il y a plus de suivi. Ça, je trouve que c'est bien. Mais je pense qu'il y a encore trop le côté, on prend la joueuse, on lui promet des contrats qui sont très, 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 c'est limite, c'est des services civiques, ou c'est des contrats qui, c'est même pas le SMIC, quoi, et on lui demande d'être performante, d'aller travailler
en même temps d'entraîner parfois les jeunes, etc. au sein du club, c'est compliqué. Les conditions ont quand même évolué, mais je pense qu'il y a beaucoup à faire encore. Du coup, c'est la passion qui te porte plus. Mais non, comment tu en arrives à aller jouer tu es né ici, tu as grandi ici. On va dire, l'évidence voudrait que tu voudrais jouer ici en sélection. Mais qu'est-ce qui te mène à aller jouer plus souvent? C'est une question de... Je pense que j'étais déjà réaliste que... Enfin non. Parce qu'il fut un temps où je pense que j'avais le niveau plus jeune de pouvoir jouer en équipe de France. Après, c'est qui t'approche le plus tôt. Et moi, à l'époque, je pensais même pas à jouer pour une équipe nationale. Pour moi, déjà, c'était trop loin pour moi. Je jouais juste en club. C'était déjà bien pour moi et j'aimais ça. Et après, un jour, on me dit, y a le Mali, il faudrait que tu ailles jouer, c'est la CAN. Il faut savoir que moi, j'ai rarement fait les petites compétitions. C'était tout de suite la Coupe d'Afrique des Nations. Et en fait, je pense que j'ai plus été emballée par l'expérience que ça allait me donner. Et après, je pense que c'est le jour où j'en parle à mes parents et que je vois, ils changent de regard à mon égard. Et là, je me dis, c'est bizarre, pendant toutes ces années, on me regarde pas comme ça, mais là, on dirait qu'on me prend au sérieux parce que je vais aller dans leur pays d'origine, etc. Voilà, c'est ça. Il y a la fierté, il y a le regard qui change. Je m'en souviens de ma première sélection, quand on annonce que je suis sélectionnée, il y a énormément de personnes qui appellent mes parents, oui, ta fille, etc. Elle est sélectionnée par l'équipe nationale du Mali. Et là, j'ai vu que déjà, ils me prenaient plus au sérieux, alors que ça faisait des années que je jouais au football. Et surtout, j'ai senti un peu de fierté quand même, ce que j'avais pas senti jusque-là. De la part de mes parents. Je pense que pour eux, c'était un peu la concrétisation de quelque chose qu'ils n'espéraient pas voir du tout. Exactement. C'est ça. Donc, ça change effectivement. C'est carrément ça. Écoute, en tout cas, c'est un parcours très inspirant. Genre, je vais tout de suite bifurquer sur Bruno. Qui aussi, je pense, aura pas mal de choses à nous dire parce que tu es beaucoup engagé dans le football féminin déjà. Donc, déjà, qu'est-ce qui t'a poussé déjà à devenir un acteur business football et puis plus encore dans le football féminin? Alors, avant de répondre à la question, je voudrais féliciter CB, mais aussi toutes les athlètes africaines qui sont, moi je les considère comme des gladiateuses en fait, parce qu'elles parlent de sa vie sportive, elles parlent de sa vie d'anticiper la reconversion parce que sinon c'est pas possible, il y a aussi une vie de famille, il y a une vie de couple, il y a élevé des enfants, et à ce titre-là, en tout cas, nous... Moi, j'ai la chance d'avoir lancé un média en Afrique, dans les 54 pays, qui s'appelle Women's for Africa, dont l'objectif, c'est de faire j'appelle ça du tam-tam, moi, la martothérapie, de scénariser, de montrer au monde entier les athlètes, ce qu'il faut, mais aussi les femmes d'influence dans la gouvernance du sport, mais aussi les présidentes de CNO, Comité olympique, les présidents de Fédé, et puis tous ces humains, pas seulement les femmes, qui sont engagés au service du sport pour croître. Donc, pour répondre à la question, moi, j'ai depuis les années 90, j'ai une carrière de conseil auprès de tous les acteurs du sport business, les plus grands dans le monde, sur à peu près tous les continents, les plus grands sponsors, pour les aider à ce qu'on appelle développer leurs revenus, et puis accompagner les sponsors aussi pour les aider à avancer. Voilà, j'ai fait ça pour des sociétés cotées à Londres, cotées aux États-Unis, cotées en France. J'ai beaucoup travaillé dans un cycle de ma vie. En 2012, j'étais secrétaire général de la branche sport du groupe Lagardère, qui est une grosse branche qui faisait 1 milliard et qui avait un actif important puisqu'il gérait les droits marketing de la CAF. Donc j'ai goûté, si je puis dire, un peu à l'Afrique. Après, pour répondre à la double question, donc ce parcours au service de l'industrie du sport business, pour le faire croître avec mes différents clients. J'ai eu la chance de beaucoup voyager partout dans le monde. Il n'y avait pas de presse, par exemple, en France sur le sport business. Donc, j'en ai créé une qui s'appelle sponsoring.fr, donc qui existe toujours, qui est un média qui relate tout ce qui se passe dans l'univers du sport business en France et dans le monde. Et puis, il se trouve que dans ma carrière, en 2014, j'ai travaillé avec les équipes de l'époque sur un livre blanc aux États-Unis sur l'avance de phase du sport féminin aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il y a une économie autour du sport féminin qui est tout autre que celle qu'on peut voir en Europe ou ailleurs dans le monde. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, moi, à titre personnel, j'ai toujours préféré travailler avec des femmes. J'ai eu des femmes super autour de moi dans mes équipes, puis j'en ai eu des moins bonnes aussi, puis j'ai eu des mecs très bons, puis des mecs moins bons aussi. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Mais j'ai toujours préféré
travailler avec les femmes. Et puis j'ai toujours, à titre personnel, trouvé très injuste, en tout cas, la place des femmes dans notre société. Et j'allais dire encore plus en Afrique, quand on parle de l'Afrique. Moi, je fais beaucoup d'échanges avec des sportives de très haut niveau, notamment dans l'olympisme africain, dans tous les pays. Mais la femme en Afrique, en fait, d'abord, elle porte l'économie informelle de l'Afrique. Elle porte les enfants, elle porte la famille, elle porte l'éducation. Il porte la société en général. Ouais, elle fait du boulot quand même. Et j'ai en tête, moi, une sportive, il se trouve, j'ai une émission que j'anime tous les dimanches sur Africa Radio, n'est-ce pas? Et je lui dis, mais comment tu deviens sportive alors que tu viens du Cap-Vert et que tu as fait les Jeux Olympiques et que tu as craqué une médaille? Elle me dit, c'est très simple, en fait, de 2 ans et demi jusqu'à 7 ans, je faisais 15 km par jour pour aller chercher de l'eau avec ma mère. Voilà, c'est ça la vraie vie. Voilà, tout ça, moi j'adore. Et il y a une chose qu'il faut pas oublier, parce que ça c'est une réalité factuelle. C'est que d'abord la jeunesse terrienne, elle est en Afrique. La jeunesse terrienne, elle est en Afrique. Et ça va continuer de se développer. Et il y aura un médaillé olympique sur 2 dans les 25 ans qui sera africain. Donc soyons ensemble, les hommes, les femmes, les Africains, les Européens et tous les autres ensemble pour faire croître notre société. Et puis moi je suis animé par le sport, parce que le sport ça apporte de la paix. Et on a besoin de paix. Donc voilà, ça répond à la question de façon un peu un peu déviée. Non, pas de souci. En 2016, on a lancé notre premier média qui s'appelle Women Sport en France. Donc le média qui théâtralise les femmes dans le sport en France. Tout azimut, de Madame Michu qui fait un peu de sport, à la gouvernante du sport, la ministre des Sports, femmes d'influence, et surtout au cœur que sont les athlètes. Et puis on a décidé de continuer, on a lancé Women Sport Africa en 2020, en plein milieu du Covid, et aujourd'hui on a beaucoup de partenaires, notamment l'ACNOA, qui est l'association des comités nationaux olympiques en Afrique, et on a la chance de diffuser notre média aussi par ce réseau-là, et dans chaque pays, et quels que soient les pays. Moi je prends tout autant de plaisir. J'étais en Algérie il n'y a pas très longtemps avec tous les présidents de comité olympique, et je prends du plaisir avec le Burkina Faso, le Mali, l'Algérie, le Maroc, le Congo, le Bénin, les RDC. Enfin, on est sur un sujet qui est le sport, qui fait du bien à notre société. Ah ben c'est certain, en tout cas, l'idée de développer tous ces... J'allais en venir même à Women Sport et Women Sport Africa, qui pour moi, j'estime, c'est quelque chose d'assez important, parce que c'est pas assez présent. Je pense qu'on en a parlé plusieurs fois ici dans le podcast. Le sport au féminin est très peu représenté en télé, dans les médias de façon générale. Donc ce genre d'initiative, c'est toujours pour apprendre. Donc moi j'aimerais bien emboîter un peu sur la question du football africain, du football en Afrique féminin de façon générale. Est-ce que, selon votre expérience, quel état des lieux vous pouvez faire à peu près? Comment vous voyez la chose? Quelle est votre approche par rapport à ça? Moi, je fais le job le plus facile par rapport à CB sportif. Moi, j'observe. C'est cool d'observer. On observe, on voit beaucoup de choses. Moi, ce que j'observe, c'est que d'abord, l'évolution du foot féminin africain, il est marqué par une progression significative. Moi, j'aime bien regarder les choses un peu positives. Alors, il reste encore super en retrait par rapport au football masculin. Enfin, il n'y a pas photo, mais j'ai envie de dire, il n'y a pas de surprise, c'est comme en France. Quand on regarde les droits médias, même si ça va pas très bien, sur le football masculin, qu'on compare au petit million de décalage le football féminin sur les droits médias. Bon, après, moi je dis toujours qu'il faut être raisonnable. Le football masculin, la création de la Coupe d'Afrique des Nations avec les hommes, c'est 1957. D'accord. Début tardif du football féminin en Afrique, à partir des années 90 je crois. Première CAN féminine, 91. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Et avant, c'était plutôt négligé par les fédérations. Le deuxième point, les performances des joueurs internationaux côté masculin, ils sont omniprésents. Côté football féminin, il y a le Nigeria qui domine historiquement en fait le foot africain. Il y a le Cameroun, l'Afrique du Sud et puis récemment le Maroc qui fait une demi-finale de la CAN en 2022,
qui est qualifiée pour la Coupe du Monde en 2023. L'Afrique du Sud qui remporte la CAN féminine en 2022. Mais les sélections africaines, elles ont encore du mal à rivaliser avec les petits copains aux États-Unis, en Allemagne. Après, il y a un manque d'infrastructure qui est à peu près nickel pour les, je vais le dire comme ça, pour les mecs. Pour les femmes, il y a un manque d'infrastructure. Il y a un soutien qui est limité, qui est de plus en plus croissant avec la FIFA vers la CAF, qui redistribue ensuite vers les fédérations. Donc professionnalisation qui est lente. Il y a aussi un sujet, tu l'as évoqué CB, qui est omniprésent, c'est les obstacles socioculturels. C'est une réalité. Le football féminin, il a souvent, mais c'est valable aussi en France. Moi, j'aime pas opposer en disant ouais, ils sont tous très pareil. C'est préjugés sociaux considérés comme un sport masculin, un sport de mec. C'est vrai. Qu'entraîne moins de soutien familial et communautaire pour les filles, évidemment. Et puis, ça change lentement grâce à la visibilité accrue. Et sur la visibilité, le sport masculin, voilà, c'est le sport roi. On le voit partout. Et le sport féminin, il y a une faible médiatisation parce qu'il y a moins d'audience, parce que ça draine moins d'argent. Et donc, c'est un cercle qui est presque vertueux. Mais en tout cas, le football africain féminin, la réalité, c'est qu'il progresse en termes de performance. En termes de visibilité, en termes de reconnaissance institutionnelle. Il est en retrait par rapport au foot masculin, oui, c'est une évidence. Il y a un retard historique, mais les choses changent. Mais elles changent globalement aussi dans le sport. Je vais vous donner un exemple. Moi, je l'ai suivi du plus près du plus près. On a une femme africaine aujourd'hui qui est présidente du Comité international olympique. Kirsty Coventry, présidente du Comité international olympique, une femme africaine. Le CEO. Oui, le CIO. Oui, CEO plutôt. C'est extraordinaire, elle prend ses fonctions le 25 juin. Zimbabwe, ministre des Sports aujourd'hui. Le sommet unique du sport mondial, il est dirigé par une femme africaine. Donc ça avance. Moi, j'ai la chance d'être proche du président de l'ACNOA et d'être avec tous les présidents de CNO sans arrêt. Il y a de plus en plus de femmes dans les comités nationaux olympiques. Alors vous allez me dire, oui, aujourd'hui il y a une seule femme au comité exécutif de la CAF, comorienne, Khaniza, mais elle est là. Donc voilà, oui c'est lent, ça a démarré plus tard aussi, quand on démarre plus tard ça met autant de temps, c'est ça. Mais ça change. Les mentalités, CB le disait, c'est très important, elles changent, mais il faut intégrer les familles aussi. Et puis après il faut être raisonnable. C'est pas possible que, comme tu l'expliques, que t'es pas un cas isolé, que tu arrives dans ton club, tu dois te concentrer mentalement à 99,9% sur ton entraînement, ton jeu. Si t'as 80% de ta bande passante mentale qui dit putain je vais pas bouffer la fin du mois, puis le loyer je vais pas le payer, puis la voiture, comment je fais? Bon, il faut l'encadrer. C'est ça, ouais. Donc ça fait partie de la gouvernance. La CAF, mars 2025, vient de démarrer un programme pour former à la gouvernance des femmes, comme l'a fait le Comité olympique en France sur le programme 300 femmes dirigeantes. Donc ça avance. Effectivement. Ça avance, pas assez vite. À ce moment, je vais te poser la question de savoir la faute à qui en général pour ce manque de développement? Aux hommes, aux femmes elles-mêmes, la société? Alors, il y a retard historique. La faute c'est au retard historique. Parce que c'est facile de dire c'est la faute. Ça va apporter quoi? Ce qui compte, c'est comment on fait pour que ça aille plus vite. C'est ça. Voilà. Bon. Retard historique. Et puis, le football féminin, en tout cas dans ça, parce qu'il faut de l'économie, de la monétisation. C'est ça. Dans le sport business. Mais la monétisation du sport féminin, ça va pas marcher comme le sport masculin. Mais justement, c'est quoi les solutions qu'on peut apporter? Les solutions, elles sont multiples. Elles viennent de l'institutionnel, je l'ai évoqué, sur former des dirigeantes. Elles passent par moi, ce que je fais à mon petit niveau, d'avoir des fenêtres médiatiques pour théâtraliser toutes ces femmes. Enfin, moi, je passe pas. J'adore avoir des échanges avec les sportifs africains. Elles ont tellement d'histoires, d'engagement, de résilience, de force à raconter. Ça donne envie aux jeunes gens qui sont
la jeunesse du monde entier. Moi, j'ai pris plaisir récemment à Abidjan, dans un quartier rural, à filer mon magazine à une gamine de 13 ans avec une athlète olympique, parce que la gamine, elle se dit, putain, moi, j'ai du même endroit. Et putain, je sais qu'elle était chercher sa médaille, et puis, ben voilà, il faut donner un peu d'espérance. Après, c'est dur, il faut bosser, on a des sportifs ici, c'est super engageant, et c'est beaucoup de travail. Mais bon, soit on est un génie absolu, il y en a quelques-uns, et la majorité, il faut être talentueux. Pour être talentueux, il n'y a pas de secret. Il faut bosser, et c'est très dur. C'est vrai que le contexte même, on va dire en général, pas seulement en Afrique, même ici, la femme est encore perçue comme un peu matérialisée. On est encore dans ce rôle-là où on est un peu dans une certaine romance dans laquelle on nous met. Donc, quand tu es femme africaine, c'est 2 fois plus pour toi. Absolument. Voilà. Là où la femme, même de façon générale, ne s'en sort pas, toi, tu es obligé de travailler 2 fois plus. Donc, même, on a pu établir un rapport sur la CAN, je pense que vous avez pu recevoir, avec des chiffres assez parlants sur l'évolution, en fait, de la participation des femmes dans le football. Et on se rend compte qu'effectivement, comme il y a le retard historique, mais ça commence petit à petit à monter, même si le public ne suit pas. Mais on se rend compte qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'intéressent et qui participent. Je regarde déjà dans les années 2000, on était à peu près 50 matchs pour les femmes. Tu as 300 matchs pour les hommes. Le gap, il est grand. Là, on est dans les années 2020, on est à une petite centaine de matchs, un peu moins. Et toujours la même moyenne chez les hommes. De toute façon, on va dire chez les hommes, ça fluctue, ça monte plus trop. Mais chez les femmes, ça commence à monter de plus en plus, même s'il y a quand même quelques efforts à faire. Donc, je pense, comme tu as pu le dire, Bruno, il y a l'aspect socio-culturel, éducationnel, la perception qu'on a en général de la femme. Donc, tant qu'on aura cette perception, effectivement, ce sera difficile de monétiser quelque chose en quoi on n'a pas d'appétence ou on n'a pas d'attrait. Donc, au-delà, comme il dit, on peut se poser 1001 questions. Je pense que c'est l'action qui vaut. Exactement. L'action vaut 1000 mots, quoi. Mais en tout cas, effectivement, avec les fenêtres médiatiques qui s'offrent aux femmes, on a de plus en plus de participation, de plus en plus de jeunes dames qui ont envie de participer, de faire du sport. J'imagine, il y a à peine combien de temps, on n'y pensait pas du tout. Je voudrais rajouter un point aussi qui est important, parce qu'on travaille beaucoup, nous, avec de la data aussi, qu'on publie dans OneSport. Dans les freins socioculturels, il y a un sujet, moi j'aime bien mettre des mots sur les choses. La thématique de la violence et du harcèlement, elle n'existe pas qu'en Afrique. Elle existe aussi en France. C'est un vrai sujet. Les choses changent aussi, mais c'est un vrai sujet parce qu'on se doit de protéger nos jeunes filles de ces sujets qui sont en fait juste pas possibles et qui sont encore plus tragiques, j'ai envie de le dire, en Afrique. Moi j'ai beaucoup d'amies sportives africaines qui restent bouche fermée parce que la sanction, cocotte, on va pas t'envoyer te qualifier pour tes points là-bas. Et ça, c'est pas possible. C'est un vrai sujet. La FD, il travaille beaucoup avec des tables rondes. Moi, je ne peux pas m'empêcher de parler de ce sujet à chaque fois parce que c'est un vrai sujet. Et c'est aussi ça qui va changer le socio-culturel. Alors lentement, parce qu'on ne change pas les trucs du jour au lendemain. C'est sûr. Mais c'est valable en France aussi. Il y a beaucoup de tabous là-dessus. C'est un sujet sur lequel il faut parler. C'est bien vu que Bruno est un observateur du football africain. Toi, tu étais sur le terrain. Est-ce que tu peux nous faire un comparatif entre le football africain, ce que tu as vécu en sélection avec le Mali, et ce que tu as vécu en club? C'est quoi la différence entre les deux? Alors, moi, je dirais que en France, quand j'ai joué en France ou dans d'autres pays étrangers, je dirais qu'on a les infrastructures. Même si encore parfois il y a du mal à avoir certaines heures, etc. On a des coachs qui sont parfois, j'ai envie de dire, diplômés, qui sont compétents, etc. Je dis pas que l'Afrique n'est pas compétente, mais j'y viens. Et j'ai envie de dire, la plus grosse différence que j'ai vue quand je suis partie en Afrique, je pense que ça a été de m'adapter à la mentalité. Et j'en viens, parfois on me dit CB, tout ne se dit pas. Je suis arrivée à un stade où dans ma vie, où pour moi, tout se dit avec la manière. Parfois on me dit t'as arrêté la sélection. Non, j'ai pas arrêté la sélection, c'est juste que j'ai été confrontée à certaines situations qui vont à l'encontre de ma valeur. En France, quand on joue au football,
même s'il y a beaucoup à dire sur la France, et je ne compare pas, c'est pour ça que j'aime bien ce côté-là où on observe, on compare pas, parce que la culture fait que certaines choses peuvent ou non se comparer. C'est que on va jouer au football, on rentre chez nous, voilà, on a des contrats, on a enfin voilà, il y a des choses qui sont mises en place. En Afrique, moi, ce qui m'a le plus frappé et dérangé, c'est que parfois, j'ai été confrontée à pas mal de situations qui m'ont vraiment mise mal à l'aise. J'arrive dans mon équipe nationale, première sélection. Déjà, je vois des filles excisées, des filles mariées de force, des filles qui ont déjà un parcours lourd, qui n'ont pas de famille, vraiment qui sont dans des situations, j'ai envie de dire, c'est même plus de la précarité, c'est des situations où le football, c'est ce qui va leur permettre de sauver leur vie, c'est là où elles se sentent le mieux, etc. Et moi, quand j'arrive et que je vois qu'il y a une institution qui est là et qui met pas ces joueuses-là dans les meilleures conditions alors qu'elles ont décidé de porter la couleur du pays, enfin la couleur, le maillot du pays, c'est des choses qui me dérangent. J'aurais pu très bien rester à ma place de, comme on dit, les expatriés. Nous, on nous met bien. On est là, allez, mis à part les problèmes de billets d'avion, etc. Ce qu'on doit toucher, on va finir par le toucher. Mais ces filles-là, qui sont là-bas et qui ont grandi là-bas, sont confrontées à une autre réalité. À une autre réalité. On va pas leur donner leur salaire. Parfois, si elles sont sélectionnées, faut que tu donnes une partie de ton salaire. Moi, c'est des choses, quand je les ai entendues, même si moi, et c'est ce qu'on me dit à chaque fois, tu peux pas faire la justice pour tout le monde, mais je peux pas vivre dans un monde où je suis, dans ma micro-société, où je sens de l'injustice, c'est pas possible. Et parfois, les filles, au fur et à mesure, elles ont commencé à me solliciter, moi, qui venais tout juste de la sélection, pour aller parler aux institutions, etc. Et c'est quelque chose, je pense que j'ai eu du mal à vivre, tout simplement. Et je pense que pas l'institution, mais les membres du staff, etc., ont très vite compris que j'arrivais, qu'il y a un système qui était mis en place depuis des années, et moi j'arrive, je suis personne, et j'ai envie de tout chambouler, mais en fait c'est pas à vouloir tout chambouler, c'est changer les choses pour que ces filles-là, on leur doit, je pense, leur dû, tout simplement, parce que elles travaillent dur, elles sont dans des situations, comme je vous le disais tout à l'heure, qui sont incroyablement précaires, on va dire. Très précaires. On peut pas leur prendre la sueur de leur front. Ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à accepter. Et j'ai envie de dire, c'est la différence qui m'a le plus frappé, parce que, allez, en France, on a la chance que, allez, un contrat, bon, même si parfois il y a des dérives, etc. Mais quand on écrit noir sur blanc les choses et que c'est signé, tu peux toujours poursuivre la personne, tu peux toujours aller te battre pour ton droit. Comme le disait si bien, excuse-moi ton nom. Bruno, pardon, excuse-moi. Il y a énormément de femmes qui sont réduites au silence en Afrique. Et moi, et elles peuvent pas parler parce que tu perds la sélection, tu perds ta vie au final. Moi, je pense que c'est au-delà même des femmes, même dans le football masculin africain, à part les personnes qui ont la chance de jouer dans de grands clubs, les personnes qui sont dans des petites sélections vivent à peu près ça. Mais pour les femmes, je pense que c'est encore pire, parce que il n'y a pas de cadre qui est mis en place ici. La différence, il y a un cadre. Comme tu dis, il y a des contrats, il y a quelque chose qui est bien établi. Si tu ne peux pas, on se retrouve au tribunal. C'est carrément ça. Là-bas, tu vas aller au tribunal, souvent, nous n'allons pas commenter. Mais effectivement, c'est vrai que la mentalité peut être une barrière un peu, on va dire très handicapante. Oui, très handicapante. Mais terriblement injuste aussi. C'est ça. En fait, c'est pas juste. Donc si c'est pas juste, c'est pas possible. Donc les choses changent, mais tellement lentement qu'il faudrait un peu les accélérer. C'est sûr qu'il faut, mais bon, après... Moi, je pense qu'il faut les accélérer, mais il y a des choses que après, c'est pour ça que je dis, peut-être avec son point de vue, enfin son côté observateur, peut-être qu'il y a des choses aujourd'hui où tu pourras m'expliquer certaines choses, mais par exemple, c'est de parfois réélire des personnes où tu sais que elles n'ont pas été à la hauteur, ou elles ont fait du mal, etc. Moi, c'est plus ce côté-là. Après, on connaît l'Afrique, parfois, voilà, quoi. On sait que ce qui se passe en off, etc. Mais c'est plus ce côté-là qui moi, j'ai pas envie de perdre mon plaisir et ma passion pour un individu. J'aime trop le football pour qu'on puisse me l'enlever, pour qu'une personne ou des personnes puissent me l'enlever ou me dégoûter de ce sport-là. C'est pas possible. Et je ne peux pas être dans un lieu où je sens que moi, je bénéficie, où j'ai des privilèges, alors que sur le terrain, on est 11, on est 16, parfois plus. On est tout un groupe, surtout quand tu défends les couleurs de ton pays, c'est, j'ai envie de dire, toute une patrie. Je comprends que
Enfin, faut comprendre qu'on n'est pas tout seul et je peux pas être dans un endroit avec tant d'injustice, c'est pas possible pour moi. Mais est-ce que récemment tu as pu voir une certaine évolution au niveau de la sélection malienne? Difficile de voir une évolution qui a les mêmes personnes. Juste minime, on va dire, juste minime. Mais minime. Ce que j'aime beaucoup et que je vois, c'est que de plus en plus de joueuses sortent du pays, sont recrutées par des grands clubs, le PSG, Fleury, Guingamp, etc. Et je pense qu'elles aussi voient un autre football et une autre manière, exactement, une ouverture d'esprit. Et je pense qu'elles prennent conscience aussi de leurs valeurs. Et ça, c'est important. Quand elles reviennent, effectivement, ça peut changer les choses. Si tu as eu l'habitude de travailler dans un certain cadre, c'est sûr que quand tu reviens... C'est sûr. Mais je reviens, pardon, sur mon point tout à l'heure du retard historique du masculin et du féminin. En fait, il va se passer la même chose sur le sport féminin que ce que t'évoques, mais juste en retard. Mais parce que ça démarrait plus tard. Donc oui, bien sûr. Et puis les joueuses, elles vont jouer dans leur équipe nationale, elles vont performer, donc c'est vertueux, elles vont tirer vers le haut les autres pays. Je suis sûr que tu veux que ce soit le Mali qui gagne la CAN. Bien sûr. J'espère bien. Bien sûr. Mais tout ça, c'est un cercle vertueux, en fait, dans lequel il doit y avoir, on y reviendra peut-être tout à l'heure, il doit y avoir plus d'économies, parce qu'il faut plus d'économies, parce qu'il faut plus d'économies dans les fédérations, pour mieux payer les joueuses, pour avoir des situations de vie qui soient pas dans la précarité totale, mais qui soient quand même plus raisonnables, et tout ça va prendre son temps. Je vais vous donner un chiffre qui va vous surprendre. Est-ce que vous savez, pour les Jeux de Rio en 2016, quel était le pourcentage d'athlètes français qui avaient un salaire inférieur à la précarité extrême? En pourcentage? Ouais. 46%. Je parle des athlètes français. Vous imaginez les athlètes africains. Bon. Il y a un gros boulot de faire. Et pour les Jeux Olympiques de Paris, on est quelques années après, il y en avait quasiment plus. Donc, voilà, les choses évoluent. Et c'est un joyau, les athlètes, pour un pays, quand même. Parce que le président de la République, il est toujours là au secours de la victoire sur la photo. C'est ça. C'est une réalité. Et puis, porter les couleurs d'un pays, quand même. Donc, et vous le faites rayonner, on parlait de diplomatie tout à l'heure, rayonner à l'international. Donc, c'est pas neutre. Donc, il faut tous s'y mettre un peu, ça avance. Pas assez vite. Après, tu parlais tu as deux canaux pour pouvoir parler du sport au féminin. Quand tu vois, en fait, avec les acteurs du sport, enfin, des médias dans nos pays africains, est-ce qu'ils font leur part du boulot? Comment ils pourraient faire mieux? Moi, en tout cas, je regarde pas beaucoup le sport. Mais pour ce que je regarde, je vois qu'il y a une très petite lucarne qui est dédiée au sport féminin. Alors, une très petite lucarne. Je vais te répondre en te disant que les médias africains et internationaux, ils peuvent jouer un rôle fondamental pour faire accélérer plus vite l'émergence du sport féminin dans la visibilité, dans la promotion, de couvrir davantage de matchs. Les médias, moi c'est ce que je fais à mon petit niveau, mais on crée des récits inspirants, on raconte des histoires. L'histoire de CV, elle est inspirante. L'histoire il y a tellement d'histoires inspirantes, et puis de donner aussi des paillettes aux jeunes dans les médias. On se dit, putain, mais j'ai envie d'y aller parce que je vais le faire. Et si elle y arrivait, moi aussi je peux y arriver. Il y a une problématique, tu l'as évoqué tout à l'heure, du stéréotype de genre, qui change lentement, mais qui commence à changer. Et moi, je considère que les médias, ils ont un rôle fondamental à jouer sur ce sujet-là, que ce soit ici ou en Afrique. Après, il faut éduquer, parce que les journalistes ont des habitudes à leur décharge, même si on a le droit de changer quand même, puis de se remettre un peu en question. Il faut travailler, puis théâtraliser davantage. Et puis plus on a de joueuses qui viennent jouer en Europe, plus ça va donner envie de faire des reportages sur telle joueuse. Donc c'est un modèle vertueux. Mais le média, pour moi, il est fondamental. Ma couverture éditoriale, c'est 100% sur les femmes, quasiment. Je donne la plume un peu aux hommes, parce que je ne oppose pas les uns aux autres. Mais Women's Sport, c'est fait que de ça. Voilà, je suis le seul média en France qui, depuis 2020, produit et paye des journalistes tous les jours pour théâtraliser les femmes pour l'opinion publique. Donc, il faut
être patient, et puis être impatient aussi, c'est ça, être impatient. Ouais. Et puis théâtraliser. Les médias, ils ont un rôle fondamental sur ce sujet. Moi, c'est un délire. Je voulais demander un peu à Myriam et Aïssatou. Ouais. On a parlé un peu de la perception par rapport à ici et là-bas. Je pense que, est-ce que toi, Myriam, par exemple, est-ce que tu as une visibilité de là-bas et d'ici ou c'est plus... Non, moi, le problème, c'est que j'ai pas eu la chance de jouer pour mon équipe nationale. Du coup, de parler d'un sujet que je ne maîtrise pas, je pense que ça serait biaisé. Donc, Mais déjà, même en tant que femme dans ta pratique du sport, est-ce que tu as pu rencontrer à ton niveau des freins ou tu as plutôt été encouragée? Bah, déjà, les premiers freins, comme l'a dit CB, c'est les freins familiaux. C'est-à-dire que c'est le regard de la famille, c'est les remarques qu'on entend. Ouais, tu sors pas avec ton shirt, ouais, reste à la maison, ou ouais, les voisins vont dire quoi. En fait, c'est plein de remarques. Après, j'ai eu la chance, moi, d'avoir un caractère assez fort qui a fait que, bah, en fait, je m'en fous. Enfin, dites ce que vous voulez, ça me regarde pas. Moi, je vais aller prendre mon plaisir dehors. En fait, c'est ce qui m'a permis aussi de sortir. Donc, vous pouvez pas m'enlever ça. En tout cas, ça t'a permis tu joues au Luxembourg, de ce que j'ai compris. Oui, depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Et là-bas, tu t'épanouis bien, tu as été bien accueilli. Bah, le Luxembourg, c'est un pays, je dirais en termes de football, c'est un peu moins important qu'en France. Mais en termes d'infrastructure et de moyens, c'est bien au-dessus. Après, le choix a été très simple à faire pour moi, parce qu'en venant en France, les conditions, c'était pas terrible. Comme à GCB, on était souvent sous contrat civique, contrat d'apprentissage. Et quand on arrive dans un pays où on te donne plus de moyens, peut-être moins de niveau, mais pour moi, le côté conditions a pris le dessus sur la pratique. D'accord. Et toi, Aïssatou, après tout ce qu'on a dit, est-ce que tu te faisais un peu une idée de ça? Est-ce que pour toi, c'était quelque chose du tout Tu n'avais aucune approche par rapport à ça? Est-ce que déjà même tu t'es posé la question de savoir comment ça se passe de base? Non. Juste en tant qu'auditrice, parce que c'est des questions qu'on peut se poser ou pas, mais de regarder de loin. Du tout. Non. En fait, la question, c'est ça t'évoque quoi, tout ce qu'on te raconte? T'as l'impression que c'est le lointain. Regarde, par exemple, CB te dit que quand elle joue ici, elle a ses réalités. Et quand elle va en Afrique, la réalité est tout autre. Qu'est-ce que toi, ça t'inspire, en fait? Rien du tout. Après, ça peut ne pas t'inspirer quoi que ce soit. C'est ça, ouais. Après, ça peut ne pas t'inspirer quoi que ce soit, mais peut-être que toi qui fais un peu de sport, tu te dis, c'est quand même un peu chaud. Tu vois, mais bon, écoute. Mais moi, j'aurais une question pour Bruno. Déjà, tu peux la poser. Mais carrément. J'aime beaucoup, en rentrant chez moi, je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne fait pas, nous, en tant que footballeuse. C'est connaître notre propre histoire. Quand je dis notre propre histoire, c'est pas notre histoire, notre identité personnelle. Exactement. C'est notre histoire. De savoir déjà qu'il y a un écart, même si on le sait, on est consciente que voilà, les garçons, ils en sont là aujourd'hui parce que depuis très longtemps, ils font du football bien avant. C'est ça. Mais de connaître ces chiffres et de savoir où on en est par rapport à notre date de création, j'ai envie de dire, c'est très important. Parce que nous aussi, faut qu'on soit conscient, patient mais impatiente, et qu'on ne brûle pas parfois les étapes. Maintenant, ma question, elle est que je pense qu'on arrive à un moment, par exemple, c'est mon ressenti en France, où j'ai l'impression que ça stagne. Moi, il y a quelques années en arrière, mon agent me disait ouais, CB, j'ai une bonne opportunité pour toi en Italie. Mais qu'est-ce que je vais faire en Italie? C'est comme si tu m'envoyais jouer, je sais pas moi, dans un coin perdu, quoi. Le football, il n'était pas assez développé. On n'entendait pas parler de l'Italie ou même de l'Espagne. Aujourd'hui, tu as des pays comme l'Espagne et l'Italie, tout le monde va aller jouer là-bas et la France, on la quitte. Donc, comment on arrive à un point où on stagne autant et les pays voisins commencent à prendre le dessus Je te remercie de cette question. Apparemment, tu l'attendais. Pas du tout. Peut-être qu'il n'y a pas de réponse, mais je sais pas, moi, je vais vous raconter un truc. En 2001, j'étais à Pékin, sur un salon du sport professionnel. 2001, et je discutais avec Robert-Louis Dreyfus, à l'époque, qui me posait la question sur pourquoi les droits médias, en 2001, pourquoi les droits médias de la Première Ligue, de la Bundesliga et de la Liga en Espagne, ils sont aussi puissants par rapport à la France. Ça a toujours été... c'est un peu mon écart, oui. C'est conséquent. On était déjà en 2001. Je ne sais pas répondre à cette question. Ce que j'observe, effectivement, c'est que quand je vois la puissance d'une Megan Rapinoe aux États-Unis,
l'avance de phase, de l'argent que ça draine au service des femmes et du sport. En France, en particulier, c'est Jean-Michel Aulas, d'ailleurs, à la Fédération française de football, qui vient de prendre en main avec la création d'une ligue. Et c'est l'année dernière. C'est clair. L'année dernière. Donc on est en retard en France aussi. Mais ça avance. Hein. Oui, Le football féminin, que ce soit en Allemagne, en Angleterre, en Espagne aussi, il est un peu plus en avance que nous. Donc ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, c'est que en fait, s'il n'y a pas d'économie, il ne se passe rien. Aujourd'hui, voilà, dans le football féminin, je vous mets au défi de me citer tous les sponsors du football féminin. Il y en a quelques-uns, comme Arkema, qui a investi en avance de phase au service du sport féminin, du football en particulier, avec une ligue qui est Némé. Il y a des acteurs comme Intermarché, Opération Les Sensationnels, voilà. Mais allez-y, citez-moi d'autres. Peut-être Domino's, je sais pas. Vous avez peiné, hein. Je vois Domino's, je crois. Domino's, Conforama. L'équipe de France et trucs. Ouais, arrête, tu dis. Non. Ah non, ça c'est masculin, pardon. Ouais. Exactement. Ah, c'est masculin, ouais. Orange, équipe de France. Le DF et Orange. Oui, non, c'est Orange. Autres, mais c'est j'allais dire, des produits dérivés d'un partenariat avec l'équipe masculine. Ouais. Donc, les marques, elles vont s'engager aussi avec le temps. Il y a des précurseurs, comme Arkema, et il faut les saluer et les remercier, parce que s'ils ne sont pas là, ça n'existe pas, il n'y en a pas un. Donc voilà, pour répondre à ta question, même chose, on est en retard, historique. Après, c'est pas parce qu'on a du retard historique qu'il faut arrêter de se plaindre. Mais plutôt que se plaindre, il faut aller chercher des solutions. Et ça va changer dans le temps. Nous, je me dis, la data, c'est très important dans tout ça. Bien sûr. Relever toutes ces informations pour permettre aux gens d'établir un constat. Ça permet d'avancer aussi, d'où l'utilité du rapport qu'on a fait. Un, d'avancer, et deux, s'il n'y a pas de data, en fait, c'est très simple. Les investisseurs ne viennent pas. Exactement. En fait, la data, elle permet d'anticiper, de cadrer, et puis elle permet aussi de mesurer pendant. Moi, je mesure aujourd'hui encore pour des détenteurs de droits dans le monde, et la mesure est de définir un ROI, retour sur investissement. S'il n'y a pas de data, ça marche pas, et s'il n'y a pas de data, les investisseurs ne viennent pas. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc oui, la data, elle est précieuse, importante. Dans l'univers sportif, elle est de plus en plus aussi omniprésente pour améliorer la performance. Il y a des trucs extraordinaires aujourd'hui avec la data, et donc oui, la data, elle permet d'apporter de l'économie en fait. Je crois que c'est ce que tu fais avec ton entreprise Global Analytics. Oui, on a une société qui est dédiée à ça. Nous, notre boulot, c'est de travailler sur de la data pour les détenteurs de droits, pour des très gros détenteurs de droits, aux États-Unis, en Europe, en Asie, mais sur la problématique du sponsoring, donc sur la problématique de mesure de droits médias, d'audience, qui permettent de développer le revenu de ces détenteurs de droits. Et tu le fais dans tout le sport féminin ou c'est des sports précis? On le fait là où il y a beaucoup d'argent, donc de façon marginale encore aujourd'hui sur le sport féminin. Je dis pas qu'on le fait pas, mais de façon marginale. Mais regardez le football en Europe, l'économie sur la Champions League masculine, il y a quand même un écart dément. Regardez l'économie sur les droits TV masculins, en France, c'est à peu près 1 million, un peu plus. Donc c'est pas beaucoup. Mais même chose, on revient au même constat. C'est vrai, et puis, mais les choses changent. Moi, je pense que ça va continuer de changer. Ça va prendre du temps. Il faut essayer de raccourcir ce temps. Et puis surtout, parce que CB, si elle n'existe pas, il n'y a pas de foot. Ici, il n'y a pas d'athlète, il n'y a pas de spectacle sportif, il n'y a pas de revenus, il n'y a pas d'argent. Donc moi, je trouve ça hyper injuste d'être capable de donner un contrat, bancal à un sportif. Au contraire, on devrait les choisir. Après, même chose, il faut de l'économie pour le faire. Et justement, tu avais parlé au fait un peu plus tôt des États-Unis, justement qu'eux, ils sont en avance par rapport au reste du monde. Mais qu'est-ce qui en fait est passé dans leur tête de se dire on va investir dans l'économie au fait sportive féminin? Vu que tu étais là-bas. Les États-Unis, ils ont toujours 5-6 ans d'avance de phase sur ce qui arrive chez nous. Ils pensent après, capitalisme. Aux États-Unis, il y a une économie démente sur le football à l'université aussi. Déjà, c'est pas les mêmes modèles. C'est dans leur culture.
Moi, je pense qu'ils sont bankés c'est ancré dans leur... mettre l'argent sous tout, on sait jamais. Oui, dans la culture. Et il ils faut investissent et ça pète. fabriquer des icônes. C'est ça. Ouais. Megan Mais on les a Rapinoe, au final. Alex alors Morgan. on n'aime pas. Ouais. Mais sur le plan, moi, de l'observation, putain, mais elle est extraordinairement bonne Oui. pour tracter le football mondial à un niveau qui est différent. Et les rôles modèles, ils vont changer les choses. On prend un exemple récent. Putain, on a une joueuse française à Roland-Garros qui passe de 631e Oui. à 80. Mais ça va changer le revenu. Ouais. On en a pas assez, il en faut plein en fait. Et pourtant, il y en a plein en France. On a Sakina Karchaoui. En En fait, fait, c'est parce que je Amandine pense qu'on n'a Henry. pas encore de grands titres. Même si on a la Bah Champions ouais, il League. faut des Oui. titres, hein, bien S'il n'y a sûr. pas de titre, ça va être compliqué. Quand j'ai titre en équipe nationale, Puis je pense pense qu'il que faut gagner un les titre. États-Unis, c'est le pays des possibles. Hein. Eux, aussi. pour eux, tout est possible. Tant Ouais. que. Voilà. Mais l'Afrique, c'est aussi un pays impossible. UN, possible. Impossible. Tout est Ouais. possible. En C'est fait, ça. Oui. c'est de la force mentale. Hein. Voilà. Il n'y a rien qui est impossible. Hein. Ils sont beaucoup dans l'image. Ouais. En fait, ils peuvent te prendre du vent et t'en faire quelque chose clair. d'extraordinaire. Bien Et toi, sûr. mais le vent que toi, tu vois tous les jours, Ouais. hein, tu vas le voir. Bien sûr. Ouais. Mais après, il faut du résultat sportif. C'est ça, ouais. Mais tout ça, c'est vertueux. Il faut raconter des Ils récits te mettent inspirants. dans les conditions. TB, pour que il tu faut puisses- raconter ta vie, ton œuvre aux jeunes filles en Afrique, mais pas qu'en Afrique, aussi en Île-de-France. Pendant les Jeux Olympiques, quand j'étais à la station Afrique, à l'île Saint-Denis, tous les jours, de 8h à minuit, on faisait des enregistrements aussi pour interviewer les sportives Oui. et qu'elles racontent leur histoire aussi aux jeunes générations. Ah ouais. Parce Ouais. que, Ça. et en n'excluant pas les familles. Mhm. Parce C'est que les important. familles, elles ont besoin d'entendre, en fait. C'est ça, Ouais, justement, c'est clair. ouais. Le point de vue de ce que eux ils voyaient, ce que toi tu ressentais. Bien sûr. Ouais, c'est ça, ouais. Ce que tu dis sur le... voilà, si t'as pas un peu de rein et d'estomac, Ah oui, ça Ah c'est ouais, sûr. tu vas pas plus loin que ça. bah, t'abdiques et tu le fais pas. Bien T'as cette sûr. chance d'avoir cette capacité à dire oui, je vous comprends avec beaucoup de respect, mais en fait, je vais le faire quand même. J'ai des Mais amis tu qui as ont. dit la même chose. Qui ont abandonné. Ouais, j'ai des amis qui ont abandonné. Mais bien sûr. C'est bien sûr qu'il a Trop abandonné. fort Il faut avoir une force mentale Ouais, costaud c'est clair. quand même. Mais tu t'imagines, tu dois te confronter à ta famille. Ouais. On ne parle pas d'inconnus, on parle de Ouais. ta famille. Donc, Ouais, c'est le Mais- premier cercle. au Bien final. sûr. Et moi, Donc, même si ton- jusqu'aujourd'hui, il y a des familles qui viennent frapper à la porte de chez mes parents et disent « Oui, mais ma fille, elle fait du foot à cause de ta fille. » Bah, je dis, bah, si tu l'as laissé jouer, déjà, c'est que Et voilà. avant, tu l'aurais peut-être pas laissé jouer. Et Oui. moi, pour moi, c'est ma victoire. Hein. Bah C'est oui. pas- Bah Même si oui. tu viens de plaindre auprès de mes parents, c'est Ouais. pas grave, mais t'as fait du foot, victoire. donc c'est bon. Mais il faut aborder tout ça, il faut mettre des mots. Oui, bien sûr. Il faut vraiment intégrer les familles parce qu'elles C'est plus ont important. besoin d'être assurées sur Clair. tous les aspects. Elles ont besoin d'être assurées. Il faut un encadrement général, On c'est peut ça. pas leur reprocher de vouloir Ouais. protéger leurs enfants. Ouais. clair. Ils les protègent dans leur schéma mental en disant ça c'est un mauvais choix. Ouais. Alors c'est pas forcément un mauvais choix. Mm. Et il y a la double casquette. Tu l'as vécu. Moi, je connais la majorité des sportives africaines que je connais, elles ont une double casquette. Ouais. Elles bossent et elles sont athlètes en même temps. Et donc c'est possible. Ouais. Et je rejoins le côté familial. C'est un peu hors sujet ce que je veux dire, mais ça à prendre en compte. Mm. Par exemple, quand je suis partie jouer en Afrique, moi, ma mère, elle avait extrêmement peur. Mais parce qu'elle connaît l'Afrique et je connais pas l'Afrique. C'est-à-dire que quand je suis partie la première fois, elle m'a laissé y aller et revenir. Et j'ai aimé ce côté-là d'elle où elle a toujours été ouverte à ce qu'on discute du football, mais l'extra-football aussi. Et quand je suis revenue du football, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Je sais qu'ils sont beaucoup dans tout ce qui est, par exemple, en Afrique... allez, on va dire les mots comme ils sont beaucoup dans les histoires de marabout, dans les Ouais. exactement dans les histoires de voilà, pour gagner il faut faire ci, les Ouais. rituels, voilà, Les c'est le mot que je rituels, cherchais. Ils sont beaucoup dans les rituels. Ouais. Moi j'arrive, Moi mon rituel c'est ma routine. tous les C'est matins. ça. voilà, c'est ça, Ouais. on n'a pas les mêmes rituels. Moi Ouais. j'arrive, mon rituel, j'ai envie de dire, c'est que par exemple, moi je suis quelqu'un, j'aime vraiment pas manger, il me faut mon cappuccino avant de jouer. Par Ouais. exemple, c'est mon rituel en France. Ouais. Mais là t'arrives, on te dit t'as un rituel, bah ok, tout le monde a un rituel. Mais non, Ouais. c'est un rituel qui est différent, on te demande de faire des trucs Ouais. et t'as pas l'habitude. Et ça aussi, c'est des choses où faut te faut pas Faut te te préparer préparer parce mentalement, que tu en fait. sais pas, mais Ouais. je pense qu'il faut être conscient de ça. Ouais. Et parfois on m'appelle, on me dit oui, il y a une joueuse qui va aller jouer en Afrique, etc. Et parfois, enfin, je lui parle de ça et c'est quelque chose peut-être que j'aurais aimé entendre avant de partir. Les rituels, eh ben quand t'es pas préparé, ça peut être pas choquant, mais ça peut être bizarre pour toi, tout simplement. Ouais. Voilà, c'est exactement.
Et du coup, moi, ce que j'ai aimé, c'est que quand je suis rentrée, et j'ai tout de suite dit à ma mère, ah mais ça, j'ai trouvé ça bizarre, surtout que nous, on a été élevés, voilà, dans une famille musulmane. Notre manière de pratiquer, c'était pas du tout celle que j'avais vue là-bas. Alors qu'ils sont aussi musulmans, tu vois. Donc en fait, c'est comme si j'arrive et là, tout de suite, je suis confrontée à deux façons de vivre ma religion, quoi. Et du coup, je dis à ma mère, c'est bizarre. On m'a demandé de faire des rituels. Pour nous, c'est de l'association, mais pour eux, c'est faire les causes. Enfin, c'est tout un système, etc. Et ma mère a pris le temps, m'a expliqué les choses, etc. Et je pense que si je serais restée comme ça, peut-être dans mon silence, et que j'avais juste trouvé ça bizarre, j'aurais pas eu l'envie de retourner dans mon pays. Mais voilà, ma mère, elle m'a beaucoup appris et c'est pour ça, c'est enrichissant aussi. Elle m'a beaucoup appris après tout ce qui est tradition, les coutumes, les rituels, etc. Et que certains étaient confrontés à ça, etc. Mais de connaître l'histoire de son pays, c'est important aussi. Impliquer les familles, effectivement. Ouais, exactement. Après, moi, je trouve dans les points d'amélioration pour essayer. Moi, je trouve que vous avez une responsabilité énorme de pouvoir retransmettre ça dans votre pays et aussi pour celles qui vont venir et suivre vos trajectoires. Premier point. Je trouve, et je le vois pas assez, et il y en a qui le font vachement bien. Je trouve qu'il y a des joueurs de foot masculins qui devraient redonner à leur communauté. Moi, je trouve que je suis très ami avec un joueur de foot de RDC qui a joué à Monaco, qui a joué aux États-Unis, qui a ouvert une fondation juste énorme et géniale à Kinshasa qui s'appelle la Fondation Banazola, qui permet de donner un peu de structure aux jeunes par le football, et puis de les inspirer. Et puis il y va avec sa femme, ils sont vachement engagés. Je trouve que il faudrait accélérer ça parce que ça ferait du bien. Moi, j'ai vécu un truc, je vous le raconte à dessein parce que j'ai adoré un dimanche matin. Je suis au Rassis avec une amie qui est sénégalaise, qui a fait 180 sélections en équipe de France. Et puis il y a Diandra, capitaine basketteuse de l'équipe de France, il y a 150 gamines à Drancy. Tout le monde est d'origine africaine. Les filles, elles jouent avec les joueuses. Putain, le truc. Puis après, elles sont sur scène, dans un théâtre. Et puis sur scène, les filles, elles viennent raconter leur vie. Puis en même temps, il y a Isabelle Moreno qui est là, qui raconte que elle vient du Cap-Vert. Ses parents sont illettrés. Elle a quand même été patronne d'IBM, qui est ministre de la République. Il y avait une nana de chez TF1, un journaliste qui vient de Drancy aussi. À la fin de la journée, mais les gamins, ils ont des pépites dans les yeux. Avec ce qui se passe aujourd'hui en France, je trouve que on devrait, moi je le fais beaucoup, j'aime faire ces tables rondes, j'aime quand on a des jeunes avec nous, que nous, les anciens, enfin moi surtout, viennent raconter les histoires de la vraie vie et dire, mais ça, il faut que ça change et on va aider à changer, et croyez-y, osez vos rêves, faites-le, le monde change et il changera avec vous, parce que c'est pas les anciens qui vont faire changer le monde. Il faut avoir des modèles inspirants, en fait. C'est ça. On a besoin de ça. Après, est-ce que les athlètes en question, ils ont envie d'être des modèles pour la génération? C'est ça le problème. En fait, tu sais, est-ce qu'ils en ont envie? Je pense que de facto, à partir du moment où tu sors du lot, tu portes une histoire, tu portes quelque chose de plus grand que toi. Après, il faut oser en parler aussi. C'est pas facile d'en parler. C'est ça. Surtout quand il faut faire de la prévention, sachant que on a tous vécu plus ou moins des choses dans des clubs. Mais d'en parler, c'est pas facile. C'est ça, c'est pas facile. En fait, ça dépend du public, tu vois. Il y a des personnes, effectivement, qui auront du mal à le verbaliser devant des médias et autres. Mais quand ils se retrouvent face au public concerné, ils vont t'expliquer les choses, mais de façon très limpide. Il y a des personnes qui ne veulent juste pas être médiatisées. Donc, le but n'est pas la médiatisation, mais le partage. C'est pour ça qu'ils te parlent de table ronde. Mais c'est tellement injuste de ne pas pouvoir le dire. Parce que c'est la victime elle-même qui, en plus, voilà. Moi, j'ai adoré. J'ai deux amies sportives, la championne d'escrime marocaine, africaine, qui s'appelle Camélia Elkorn. Et puis une amie qui a fait les Jeux Olympiques de Paris sénégalaise en escrime, Binetta, qui, avec un de nos partenaires, a lancé une super campagne contre l'excision en Afrique. Voilà ce qu'il faut faire de façon régulière. Et il faut arriver à en parler. Il y a de plus en plus de choses qui marchent. Il y a des choses qui permettent de parler quand on n'est pas capable de parler avec des tiers qui sont capables de référer. Donc il y a des solutions qui existent. Après, en fait, le sujet c'est d'en parler. En fait,
Je pense aussi que les données, la data est très importante. Bien sûr. Ça permet d'établir un constat, comme je le disais tantôt, et de pouvoir améliorer les choses. Donc, on se rend compte que, par exemple, pour revenir aux chiffres, les pays hôtes ont un accueil tout à fait différent pour le public, la CAN masculine et la CAN féminine. Toi qui as pu le vivre, je pense que tu peux nous en parler un peu. Mais je pense qu'il y a quand même une grande différence, que ce soit dans l'engouement ou même dans l'accueil. Bah après, les garçons, mis à part la cérémonie d'ouverture où je peux voir que peut-être il y a une différence, etc. Moi, en tout cas, dans notre accueil, j'ai toujours trouvé que l'accueil, c'était... Après, peut-être, je sais pas si c'est parce que je me contente, mais j'ai toujours trouvé que l'accueil était incroyable. C'est-à-dire que voilà, t'arrives, il y a le bus qui porte le nom de ton pays, t'es accueilli par une grande communauté de ton pays. Après, les conditions, franchement, j'ai toujours été reçue dans les meilleures conditions, je dirais, pour ma part, lors des grandes compétitions. Ouais. Est-ce qu'on se contente pas aussi parfois? C'est ça. Parce qu'en tout cas, avec l'étude qu'on a pu établir, on a vu qu'il y avait quand même quelques petites différences entre l'accueil dédié aux hommes et celui aux femmes. Par contre, on se rend compte que les femmes ont tendance à jouer mieux. C'est-à-dire, apparemment, c'est vrai. elles ont tendance à jouer mieux. Non, mais C'est-à-dire, c'est les vrai, statistiques dans le football féminin D'accord. sont beaucoup plus intéressantes que dans le football masculin. Parce que je pense que quand tu viens et que tu sais qu'il n'y a personne qui te soutient, tu te soutiens tout seul. Ah bah, C'est ça, ouais. Ça, c'est À un sûr. moment donné, Ouais. on te dit, bon, écoute, je suis là pour la passion. Et je pense que la plupart des femmes qui jouent, c'est beaucoup la passion qui vous porte. Parce Bien que si sûr. tu veux regarder le salaire, tu n'y vas pas. Hein. C'est clair, Non, bien c'est sûr. sûr. Est-ce que vous savez la proportion d'hommes et de femmes qui ont regardé la Coupe du Monde féminine en France en 2019 ? La majorité des audiences, elles étaient masculines. On sait C'est vrai. pourquoi. Pourquoi ? Non, mais faut pas être méchant, mais les hommes, on sait très bien pourquoi ils regardent le football féminin. Et c'est quoi la raison? Alors, allons-y. C'est quoi bon, Non, non, il a raison. Non, mais peut-être c'est qu'il pas y a des méchant, Je pourcentages. suis pas Ah, sûr que ce soit la majorité des hommes. Hein. moi, je suis pas d'accord avec elle. Moi, Non, non, attends, on va laisser s'exprimer, on va s'exprimer, on va voir ce qu'elle va dire. donc, vas-y, Ouais, tu peux le Sandrine. dire, on t'écoute, on t'écoute. Non, mais parce que je pense que ce que tu vas dire, il y a nous, beaucoup on l'a qui vécu pensent. à notre échelle, autour des terrains, des hommes qui viennent te siffler, C'est les vrai. tenues. Aujourd'hui, les shirts, ils sont de plus en plus courts. Ouais. Les tenues moulantes, les tenues blanches. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Donc, tu penses que c'est une hypersexualisation qui les attire, en fait. Moi, là où ce côté-là, je suis d'accord avec elle, les hommes qui viennent au bord des On terrains. va faire des études sur ça. Là, je suis d'accord sur ça. Ouais. Mais par contre, là où je suis pas d'accord, c'est que je trouve que les premières personnes qui nous donnent de la force, c'est d'abord les hommes avant les femmes. Et même quand je regarde, que ce soit dans les stades ou quand je regarde, quand on va dans un stade pour regarder des matchs, les personnes ce sont plus des Je ne hommes. pense pas que tous que ceux des qui femmes, soient là tu soient vois. des pervers. Non, je dis pas ça, mais on Non, entend mais plus Je de pense que remarques, la majorité, plus ou moins je pense que sur, dans la majorité, il y a des gens qui aiment beaucoup le sport. Ouais, ils sont Ouais. passionnés Ah, aussi, ils en sont général. passionnés. Ouais. Les passionnés. Après, je de n'écarte terrain. pas ce côté-là. Hein. Moi, Et je je suis d'accord moi, avec ce que ce j'ai entendu côté-là, et de ce que j'ai vu moi Oui. personnellement. Ouais, oui, bien sûr. oui. La plupart des fois, que c'est. Est-ce que c'est pas Bah, la joueuse la plus connue, Karchaoui, c'est parce Merci, qu'elle c'est parce elle est jolie. Elle est jolie. Ouais. Sinon, tu peux avoir une joueuse peut-être qui est forte aussi, mais on va m'en parler parce qu'elle est Bien moins sûr. attirante. Il y a cette réalité là Je pense que aussi. c'est encore Après, la c'est- perception qu'on Non, a. mais Mm. Non, après, c'est l'image, l'expérience, hein, c'est vraiment une mais expérience ça, que moi image- j'ai vécue. Hein. Oui, Ouais. je le Non, ça on ressens. le comprend, ouais. Je le ressens beaucoup dans le mouvement. Non, après, moi, ça me dérange. Ok, ils viennent voir les matchs, les garçons, mais pourquoi ils viennent voir Ah le bah, match C'est je vais ça. pas Ouais, être c'est ça. désobligeant, mais je pense que les femmes préfèrent voir David Beckham que Ribéry. Non, 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 toi mais- tu es joueuse. Non, mais- Regarde le Je te parle, taquine en oui, disant oui, ça. C'est Ouais. vrai. Tu as évidemment raison sur Dans les une deux frange sens, ça qui pour ça, moi, ça qui va. pour moi, non, c'est vrai. Et moi, pour j'en moi. ai des dames qui vont au terrain. Bon, Bah, on en Ouais. a tous connu aussi. C'est pour ça que. Après, c'est Non, balle tu- perdue pour tu- Ribéry quand tu- même. tu as hein. partiellement- Ouais. T'as partiellement raison, mais je pense que t'as globalement tort. Oui, il y a une partie des mecs qui C'est vont une faire minorité, je pense. des remarques sexistes Si. totalement inappropriées. c'est comme dans tous Bon, les domaines. Oui, bien sûr. tu peux pas les changer, si je te dis. C'est ça. Bon, mais c'est pas majoritaire. Ce que je veux dire, c'est que les hommes regardent le football féminin et c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Mhm. Parce Ouais. que c'est des cibles qu'intéressent les marchés publicitaires et donc Ouais, ils vont il faut. apporter du revenu. Après, il faut combattre, mais j'ai envie de te dire ce que tu nous dis sur... moi, j'ai eu la chance d'avoir 2 filles qui vivent en partie en Ile-de-France. Quand elles me racontent leur vie juste pour aller de chez moi en métro et que je leur demande pourquoi tu es en jean et couverte comme ça au mois d'août, la réponse, elle est à peu près de cette nature-là. Bien sûr. Donc, C'est une ouais, il y a réalité encore du boulot. Ouais.
On a des petites questions de la part de jeunes. De l'espace Beaujon. Ils ont plein de questions, mais on pourra sûrement pas toutes les poser. Ouais. Donc, on va aller avec la première question. J'espère que vous pourrez entendre. Parce que ça va être... Que peuvent faire les garçons et le public pour soutenir le football féminin? Bonne question. Que les garçons Et le public. pour soutenir le football féminin. Acheter des tickets, aller voir tous les matchs. Ouais, Déjà, ça va mettre de la ressource. Les regarder à la télé pour faire monter l'audience. Acheter nos maillots. Acheter des produits. Les produits dérivés, ouais. Exactement, les produits dérivés. Ouais. Et puis inciter leurs petites sœurs à faire du football. Ouais. Et les soutenir aussi. Et les soutenir. Alors, ok, la question numéro 2. Y a-t-il autant d'opportunités pour les petites filles que pour les garçons pour accéder au club de foot? C'est une bonne question, ça. Est-ce qu'il y a les mêmes opportunités? Il y a plus de clubs masculins. Donc, de base. Il y a des endroits où il n'y a même pas de club féminin encore. Là, on vient du Gard. On y était la semaine dernière. Il y a des petites filles qu'on a croisées qui veulent jouer au football, mais il n'y a pas de club de foot féminin. Alors qu'aujourd'hui, quasiment partout où tu vas en France, tu trouveras un petit club de foot et qui accueille les garçons, mais pas forcément les filles. Donc je pense que dès le départ, on n'a pas les mêmes opportunités. Même si ça évolue bien. Peut-on réellement espérer plus d'investissement sur le football féminin? Moi, je pense que c'est Bruno qui va commencer. Ce sera... Si je réponds non, alors je me barre un peu. Mais oui, bien sûr que oui, c'est un retard historique, on en a parlé aujourd'hui. Ça va venir. Alors sûrement pas dans un modèle qui est symétrique à ce qu'on a connu dans le football masculin. Je dis sûrement pas. Ouais. Il y a plein de choses que je sais pas, donc je dis sûrement pas. Mais il y a, oui, bien sûr, aucune raison, et ça va venir. Est-ce que, Bruno, tu penses que... Moi, je dis souvent, on ne doit pas regarder le football féminin comme on regarde le football masculin, parce que les gens ont tendance à comparer le football féminin et masculin. Est-ce que tu penses qu'il faudrait limite créer une institution à part de la Fédération française de football, mais et exclusivement pour les femmes? Ou tu penses que ça serait désavantager le football féminin? Ce que je crois, surtout, c'est que peut-être, et j'observe, le tennis, qui est plutôt en avance de phase dans les répartitions de revenus, j'observe que dans le tennis, par exemple, il y a moins de 7. Donc, je me dis peut-être que parce que la morphologie n'est pas la même, peut-être qu'il faudrait expérimenter de changer des règles. Pas la dimension du terrain, moi j'aime l'espace. Non mais j'en sais rien, je donne un avis. Après, sur le point de genrer pour le coup une fédération, une ligue, machin, j'ai pas trop d'avis. Je pense que ça fait partie du temps. Ce qui se passe en France, je pense, est très bien, et bien fait, notamment par un des hommes qui a le plus investi à titre personnel, Jean-Michel Loeb, au service du football féminin, parce qu'on parle des marques. Il fait quand même partie des gens qui ont investi leur propre argent au service d'eux. Quand on le fait, c'est qu'on y croit vraiment. C'est vrai. Donc faut respecter ça. Après les modèles, j'ai pas trop d'avis. Mais retard historique, donc ça va venir. Ok. Bon, là on va aborder la dernière partie, qui est bien sûr la CAN qui arrive, mai 25, le 5 juillet. Tu te sens comment pour le Mali? On va te répondre, le Mali va perdre. Le Mali va gagner. Tu en es sûr et certaine? Franchement, je pense qu'on a une équipe. Honnêtement, mais vraiment là, je le pense sérieusement. Peut-être parce que je suis malienne et que je suis pas objective. Je vois les autres équipes. Je sais que c'est vraiment fort, c'est costaud. Mais je pense qu'on sera vraiment loin d'être ridicule. Je te crois. Hein. Je pense qu'on se qualifie pour la deuxième phase. La deuxième phase? Ouais. Okay, donc vous faites partie des favoris, pour toi? Ou c'est les outsiders? Non, je nous mets dans les favoris. Après, peut-être que je manque d'objectivité, mais j'aime bien ce que je vois. Voilà. Et toi, Bruno, t'as des favoris? Alors, moi, mon favori, c'est celui qui va gagner. parce que... Non, mais je vais continuer. Parce que ça aura été le meilleur. Ensuite, je suis pour l'alternance.
Pour rester bien en place et pas vaciller, je pense que le Mali a des chances. Et je pense que le Maroc, qui est extrêmement engagé, mais sur le sport en général, dans les 30 années qui vont venir, a des bonnes chances. Et puis j'espère, mais j'ai envie de vous dire, comme ce que j'ai vécu moi, en observant les 2 finales de Roland-Garros, j'espère qu'il y aura des surprises. Oui, voilà. Mais jusqu'à la fin, voilà, parce que ça théâtralise, ça génère de l'audience. Louise Buisson l'a fait, la meilleure audience sur France Télévisions. C'est une athlète féminine, donc j'espère qu'il va y avoir des surprises et que ça va jouer jusqu'à la dernière minute avec celui qui aura mérité, qui va gagner. Mais c'est bien. On voit qu'aujourd'hui, on est à l'ère des réseaux sociaux, où il y a des storytelling qui font surgir des personnes qui étaient dans... Mais j'ai l'impression que dans le domaine du sport, c'est pas assez utilisé pour, on va dire, faire voir ce qui doit être vu. En l'occurrence, les athlètes ou les sportives même féminines ne se mettent pas assez en avant. Est-ce que c'est parce que vous êtes plus inspiré par le sport, par le jeu, que par le volet communication qui est aussi important quand même? Moi, je suis d'accord, il y a ce côté-là où on joue pas assez de notre image. Je suis totalement d'accord. Pourquoi? Je sais pas, il y en a qui le font. Et quand elles le font, elles ont de la visibilité. Les joueuses qui sont connues aujourd'hui, c'est celles qui sont présentes sur les réseaux sociaux. Exactement. C'est totalement vrai. Ça peut être un canal pour permettre aux gens aussi de s'intéresser un peu plus. Et après, je pense qu'il y a cette question d'humilité, de gêne ou de pas savoir comment en faire aussi. Je sais pas, mais c'est vrai. Peut-être aussi un manque d'encadrement aussi, de la part des clubs, des fédérations, etc. Peut-être. Après, je trouve aussi que c'est une problématique générationnelle. Oui. La moyenne d'âge en Afrique, c'est 19 ans. Donc, les médias sociaux, plus la croissance démographique, les revenus vont changer ici. C'est ça. Et je suis sûr, si on fait 5 minutes en vous interrogeant toutes les deux dans la façon dont vous avez Instagram dans votre quotidien, ça va pas être tout à fait le même. C'est ça. Donc, je pense qu'il faut de la formation aussi. Il faut expliquer que c'est une source de revenus à un moment donné, que ça permet de montrer aux jeunes. Donc les médias sociaux, oui, vont être déterminants dans les années à venir. Et c'est un canal qui doit être utilisé, bien sûr. Si tu regardes que même en 24 heures, quelqu'un qui a un problème social, qui a un petit problème de logement, en moins de 24 heures, il y a des cagnottes de milliers, des centaines de milliers d'euros. Après, je pense qu'il y a ce côté-là. Et par exemple, moi c'était la CAN 2000, je sais plus, je pense que c'était la CAN 2018, je pense. Où c'est une joueuse qui montre sa vie sur les réseaux sociaux et qui a été vandalisée parce que je crois qu'elle avait raté un penalty ou un truc comme ça, je sais plus c'était quoi. Et en fait, il y a ce côté-là aussi où je m'en souviens, la CAN 2018, on arrive en quart de finale. Dans les journaux, ils mettent la somme que chaque joueuse a remportée. Je vais au marché, mais c'est quand tu exposes ta vie, il faut savoir qu'il y a le bon côté et il y a aussi le côté où moi les gens ils appelaient mes parents, déjà j'étais devenue millionnaire alors que pas du tout. Non mais c'est vrai, il y a ce côté-là aussi. Il faut savoir quoi exposer. Ouais, je pense qu'il faut savoir quoi exposer. C'est surtout le sport en lui-même. Mais les gens ils vont suivre. S'ils suivent que toi t'es arrivé en quart de finale, demi-finale, les journaux ils le montrent, etc. Ils vont savoir c'est toi et Est-ce que même pas sans ça, même les gens ne te suivent pas? Ouais, aussi. Même sans ça, mais en fait, moi, je me dis que c'est un canal vraiment puissant actuellement. Parce que tu vois qu'il y a des personnes qui sont dans des villages reculés au fin fond, mais qui arrivent par exemple à se faire financer un puits ou quelque chose juste par une vidéo qui a traversé. Puisqu'avant, c'est juste la télé. La télé, elle reste locale. Mais là, avec Internet, avec TikTok et autres, apparemment, ça va très vite. Ça va tellement vite que je me dis, c'est un peu étonnant que on n'utilise pas ça. Vrai. Parce qu'il y a tellement, il parle des histoires inspirantes qui peuvent vraiment pousser déjà des jeunes filles à aller vers le sport et permettre aussi aux gens de se dire mais il y a quand même quelque chose derrière. Après, alors des charges, il y a 2 paramètres qui sont fondamentaux sur les réseaux sociaux. La première, c'est que pour avoir une grosse communauté qui permet de générer de l'argent, il faut que ça soit bien fait tout le temps, il faut alimenter tous les jours, c'est un vrai job. Un sportif n'a pas le temps de faire ça. C'est ça, ouais. Donc ça veut dire qu'il faut qu'elle ait les moyens de payer un community manager, qu'elle ait une équipe vidéo qui suive partout. Les montages. C'est aussi cette contrainte de bande passante de temps et de moyens pour faire du beau, parce que
pour avoir 3,5 millions de followers sur Instagram, oui, ça commence à être monétisable, mais ça se fait avec un peu de structure et puis du temps. Et la sportive, pas beaucoup de temps. Quand elle commence à avoir un peu de staff pour le faire, donc c'est aussi ce sujet. Hein. Effectivement, c'est toute une organisation, un encadrement. Il faut un encadrement général, parce que c'est compliqué pour un sportif de le faire. Mais ça pourrait être quand même pas mal. C'est vrai que les gens sont tellement voyeurs. Il suffit que tu viennes expliquer tes galères, que tu viennes expliquer tes bonheurs, il n'y a pas beaucoup de personnes. Mais quand tu expliques que, ah non, j'ai souffert, j'ai pris le saut pendant 2 jours, je n'arrivais pas à trouver mes chaussures avec un pied. Non, mais... quand tu finis d'expliquer ça, enfin, ça se relaie, non, mais enfin, ça crée quand même quelque chose, parce que je pense que tout le monde se retrouve dans l'histoire à un certain moment, et ça permet de créer de l'émulation autour. Donc peut-être que ça peut être aussi un moyen. Une petite piste. Une piste, hein. Est-ce que justement tu te sens prête à partager ton histoire, que ce soit toi ou Myriam, hein? Est-ce que vous vous sentez prête en fait, moi, à vous exposer? Mais c'est différent. Voilà, le terme exposer, c'est tout autre chose. En fait, je suis très à l'aise avec le fait de raconter mon histoire. Parfois, on va me dire, est-ce que tu veux que l'article soit anonyme? Je vais dire non, j'assume ce que je dis. Et après, voilà, il y a du bon comme du pas bon, etc. Mais après, être une personne qui est sur les réseaux, je sais pas pourquoi, je suis moins à l'aise avec ça. Et je sais pas pourquoi. Moi, je suis d'accord avec elle. Moi, je suis du même avis. Je ne pourrais pas m'exposer sur les réseaux, moi, directement, mais raconter mon histoire, aucun problème. Peut-être qu'il faut une formation, un encadrement. Peut-être. Peut-être. Est-ce que ça peut être inclus dans tout ce que vous faites comme sport-études aussi, voir aussi que ce côté-là, parce que de ce que je comprends, la fin de carrière pour les sportifs peut être très compliquée. C'est toujours très dur. Ça peut être très compliqué. Donc peut-être en essayant de garder quand même ce contact-là, ça permet quelque part de se dire, bah écoute, je reste dans une certaine réalité qui me permettra de rebondir sur autre chose. C'est clair. Et après, je pense que c'est plus de la peur aussi de ce qui se dit, ce qui se dit pas. Pendant longtemps, je pense que c'est quelque chose qui m'a un peu bridée. Et parce que aussi, parfois, j'ai osé prendre la parole et je me suis rendu compte que ça ne se disait pas comme ça. C'est ça. Et du coup, t'as un peu peur quand même aussi. Il faut oser quand même aller. On fait des bourdes, je pense que tu as bien dit. Tout peut se dire, mais avec la manière. C'est ça. Moi, je pense qu'on peut tout dire aujourd'hui. Sur les réseaux, moi, je pense. Ça dépend du public. Non, mais même en général, je peux tout dire en fait. Ça dépend du public encore. En fait, il n'y a plus de censure comme avant. Il n'y a plus de censure, mais ça dépend vraiment du public. Il y a des choses que tu peux dire sous notre pic, que si tu dis ici, ça ne sera pas pris de la même façon. C'est une question de législation, de loi, de beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Après, il faut être costaud aussi. Parce que le masque d'être derrière un écran et mettre des commentaires, c'est de violence, c'est terrible. C'est ça. Des fois, il faut avoir une résistance mentale assez forte. Il y a une question de mentalité, d'éducation, d'environnement qui fait que, effectivement, sous certains cieux, tu peux dire beaucoup de choses. Bien sûr. On en a un quelque part dans un pays là-bas qui se permet de dire beaucoup de choses. Bon, on le prend pour un coup, mais bon, il ne l'est pas. Et puis, il faut maîtriser les retombées quand tu dis quelque chose. Comme on dit, la parole, c'est un pouvoir. Quand tu dis quelque chose, il faut mesurer l'impact. Il faut savoir sur quoi tu te reposes pour pouvoir dire. Il y a des gens qui vont te dire des choses mais qui sont vraiment burlesques, ça passe, mais toi de ton point de vue quand tu vas dire la même chose ça passe pas. Donc il y a une question de perception derrière, donc effectivement c'est pour ça il parle d'encadrement peut-être aussi, mais en même temps si tu veux parler de ton histoire, si ce n'est pas spontané et naturel, voilà, c'est vrai qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Tu vas pas venir dire que bon voilà j'avais 3 soutifs, 2 trucs, non voilà, tu vas pas rentrer dans ça. Quoique ça peut faire pleurer sous les chaumières, mais tu vas dire des choses qui vont vraiment rentrer dans... Quand je dis ça, c'est plus le côté, par exemple, aujourd'hui j'ose parler, moi je dis, tout le monde sait que j'étais en sélection, que j'étais au Mali, tout le monde sait c'est qui le coach depuis des années, etc., le staff, etc. Quand tu parles, t'as pas besoin de dire le nom de la personne, les gens savent qui y a à la tête. Donc en vrai, faut être conscient que ce que tu vas dire, les gens peuvent l'entendre et ça peut être plus ou moins mal interprété et savoir que voilà, ça peut avoir des répercussions. Est-ce que vous trouvez que les pays hôtes, de façon générale, font une bonne publicité pour la CAN féminine, hein, j'entends, parce que masculine, bon là... Je pense qu'il n'y a pas besoin. On en parle pas. J'en ai même pas entendu. Franchement... Non, mais en fait, tu penses que toi, peut-être, on est dedans, on a l'information, mais il y a des gens qui ne savent même pas qu'il y a la CAN féminine. C'est la même année que la CAN masculine. Les gens parlent plus. Moi, quand je dis, il y a la CAN qui arrive, la CAN masculine, ils parlent même pas de la CAN féminine. Et aussi bien que moi, je trouve qu'en 2019, j'ai énormément été déçue par la communication qui a été mise en place pour la Coupe du Monde féminine. On accueille une Coupe du Monde féminine.
on voit dans l'équipe de France, il y a énormément de femmes qui viennent des quartiers en soi. Aucune affiche j'ai vue sur la Coupe du Monde féminine au sein de nos quartiers. Pourtant, je pense que si tu veux un maximum d'engouement, de soutien, faut mobiliser les quartiers pour moi. C'est là où les choses... Enfin, pour moi, le football, c'est populaire. Et là, je voyais aucune communication. Je vais au McDo, c'est là où, des fois, tu vois tous les flyers, toute la com et l'affiche. Les petits drapeaux aussi. Je voyais juste que... Je voyais 2-3 pubs qui passaient à la télé. Et après, au-delà de ça, on n'a pas fait vivre les quartiers. Et ça, j'ai trouvé ça très dommage. Donc, en somme... la CAN féminine. On n'en parle pas, les gens devinent juste que ça va se passer. Bien sûr. Franchement. Donc, un manque de communication en général. Ouais. T'as pas de communication. Moi, en France, ici, je vois pas tant que ça de communication. Non, c'est très insuffisant. Franchement. Est-ce que ça existe même déjà? Après, c'est qu'il y a certains comptes qui le font sur les réseaux sociaux que moi je suis généralement. Non, mais après, pour l'envergure de l'événement, moi je pense que c'est pas quelques comptes qui doivent le faire. Autant on fait la publicité pour la CAN masculine. Ne serait-ce que la CAN, pour dire la CAN masculine, dans quelques mois, on va même savoir c'est qui les mascottes. Vous voyez, ils mettent toujours une mascotte un peu dans la CAN. Ça, on le sait déjà pour la CAN, on va dire masculine. Pour la CAN féminine, on ne sait même pas c'est quand les dates. Il y en a très peu qui savent que la CAN féminine a commencé. C'est ça la question. Moi j'ai déjà vu des mascottes. Au Cameroun, il y avait la mascotte, c'était un lion. Après, voilà, mais il y avait une mascotte quand même. Mais là, tu vois, je sais pas, ne serait-ce. Là, c'est pour dire qu'on connaît ce détail-là qui est inutile, par exemple. Pas inutile, mais on va connaître un détail comme ça pour une CAN masculine. Pour la CAN féminine, on ne connaît même pas la date de la CAN féminine. C'est vrai. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Mais on voit bien. Je pense qu'on voit tous. C'est incroyable. Mais en tant qu'observateur, Bruno, comment tu penses qu'on pourrait mettre cette CAN-là pourrait mettre en avant le football féminin de façon générale? Je pense que d'abord les instances sportives ne le font pas exprès. Je reviens et à leur décharge aussi sur le retard historique. Je m'excuse, je répète. Non, pas de souci. C'est un argument qui se tient. C'est la réalité factuelle. Et puis il y a une thématique qui est l'économie. Et que l'économie du football féminin, il met pas un niveau standard médiatique mondial ou complètement continental, saturé partout, avec une excitation de tous les pays qui sont derrière leur équipe, parce que il y a moins d'audience, il y a moins d'enjeux, donc mécaniquement, il y a une communication qui est plus là. Moi, j'adorerais, j'ai fait, 12 All-Star Games aux États-Unis. Quand on arrive dans le village le jeudi, qu'on repart le jeudi d'avant, mais en fait, il y a des affiches partout, il y a des joueurs partout, on vit de ça, il y a des casquettes partout, il y en a partout en fait, mais avec une économie considérable en fait autour, donc c'est ça. Donc ça va venir, ça va changer. Moi je suis plutôt heureux que ça se passe au Maroc. Encore une fois, le Maroc est de plus en plus omniprésent dans le sport. Il doit y avoir une trentaine de grands événements sportifs qui vont se passer sur sol marocain dans le cycle des 20-25 années qui viennent. Mais c'est pas suffisant. Je ne peux pas dire le contraire. Mais justement, est-ce qu'on pourrait pas s'adapter comme la NBA, en fait, comme ils le font? Parce qu'au niveau de la NBA, ce sont en fait les hommes qui... On va dire c'est le salaire général, les revenus généraux de la NBA des hommes, ils investissent pour la WNBA, donc c'est-à-dire la Ligue des femmes. Est-ce que justement on ne peut pas prendre ce process-là et l'intégrer dans le football féminin africain avec la CAF? Moi j'ai déjà dit à qui veut bien entendre que je considérerais que ça pourrait être chouette que 1%, mais après on touche le pognon. Mais en tout cas, c'est un sujet, 1% de la masse salariale des mecs, ils pourraient les reverser pour accélérer le Oui, c'est parce que ce sera plus rapide comme ça. Et pourquoi la pas solidarité. Et pourquoi pas? Est-ce que vous vous sentez soutenue en tant que footballeuse féminine par l'équipe masculine? Oui. Moi, je les ai déjà vus, comme je le disais, ils nous ont payé nos billets pour partir en compétition. C'est du soutien. J'en vois parfois quand ils nous croisent, ils nous disent faut pas lâcher, c'est bien ce que vous faites, etc. Donc oui, et je pense que si on pose la question, je pense qu'un grand nombre serait partant pour faire ça. Aussi. Donc, et pourquoi ça se fait pas? S'il y a des volontés de part et d'autre, pourquoi ça se fait pas? Parce qu'ils vous soutiennent, oui, mais bon, est-ce qu'ils vous soutiennent publiquement?
Bon, par exemple, il y a la CAN masculine. J'imagine un des grands joueurs se lève pour dire, mais n'oublie pas, il y a la CAN féminine. Il n'y a pas que ça. Peut-être que leur voix portera plus. Et s'ils assistent, même aussi, s'ils sont là, s'ils sont au stade, ça pourrait pousser. Mais j'ai l'impression que dès que la compétition finit, bon, chacun retourne dans son club. C'est ça. Un ou deux qui restent là pour essayer d'amasser les fonds. Est-ce que s'il y a vraiment un vrai soutien ou c'est juste un soutien de façade? Parfois, il faut dire les choses. Est-ce qu'il faut leur dire? Peut-être qu'il faut leur dire aussi, je sais pas. Peut-être qu'il faut leur dire venez soutenir, tout simplement. Donc peut-être, est-ce que vous vous organisez pour le faire? Est-ce que vous-même déjà... Parce que vous, on se rend compte, hein. Ouais, c'est vrai. Les infrastructures ne le feront pas. Les gens, ils feront dans le minimum syndical. Dans un moment, je me dis, il faut prendre en main son destin, même si effectivement vous êtes là pour le sport. C'est ce pourquoi on vous veut sur le terrain. Mais pour aussi permettre au sport d'évoluer, est-ce que vous-même à votre niveau, il n'y a pas des actions que je pense que tu en poses des actions déjà à ton niveau en créant dans ton microcosme quelques activités qui sont très intéressantes d'ailleurs. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut être fait de façon aller vers les autres et dire écoutez, essayons de nous mettre ensemble et arrêtons de faire les choses de façon individuelle. Mettons-nous ensemble, soyons fortes et faisons quelque chose qui va porter. Allons vers ces hommes-là, on leur dit écoutez, là, il faut qu'on fasse ça. Il faut que ça évolue. Je pense que dans l'histoire même du monde, pour que les femmes arrivent là où on est, il y a des femmes qui se sont sacrifiées. Il y en a qui ont mené des combats à leur niveau, mais à l'époque, quand tu te mets dans le contexte de l'époque, tu te demandes comment elles ont pu réfléchir comme ça et aller faire. Après, moi, le seul truc qui me gêne sur une collective, c'est que ça victimise les femmes. Et moi, l'exemple que tu donnes, il est génial. Le mec, il est à l'aéroport, il voit qu'il y a une galère pour les filles. Le mec, toc, il gère les billets. Non, mais c'est génial. C'est génial. Il y a des mecs super autour des terrains. Aussi. Non, mais puis il y a l'extrême inverse. C'est ça, exactement. Donc, gérer collectivement une décision, on y arrivera moins bien que des volontés personnelles. Puis je trouverais ça tellement mieux que ça vienne très naturellement, comme ce que tu évoques dans l'aéroport. C'est génial, parce que c'est fait avec authenticité. C'est ça. Pas demander, s'il vous plaît. Non, pas forcément comme ça. Moi, je pense que porter la voix. Ça peut être vécu comme ça. En fait, faut pas les inciter à venir. Ce qui vous revient de droit, en fait. Mais je pense qu'une action collective peut avoir peut s'exprimer de plusieurs façons. C'est pas forcément une question d'argent, en fait. Là, moi, je pense plus une question de pousser les gens à s'intéresser vraiment à la chose. À la collective du football. C'est ça. Exactement. C'est juste ça. C'est clair. Et je prends l'exemple de... par exemple, il y a la sortie des nouveaux maillots de l'équipe de France. Là où on a plus parlé des maillots de l'équipe de France, je sais pas si vous savez c'est à quel moment. Je crois que c'était avec Chouameni, non? Il avait porté. Ouais, tu t'en souviens. C'est quand Chouameni est venu au dernier rassemblement avec le maillot de l'équipe de France. C'est génial, ça. Tu vois. Et là, on en a plus parlé que la communication même de la sortie du maillot par les joueuses. C'est ça. C'est comme quand les costauds ils viennent à la Coupe du Monde de handball soutenir les filles. C'est sûr que ça crée quelque chose de plus. Donc, peut-être réfléchir à des actions qui sont peut-être qui peuvent avoir l'air banales. La création d'un syndicat, par exemple. C'est vrai. Ce sera intéressant. C'est vrai. Mais est-ce que je pense à un moment donné. Mais justement, si on crée le syndicat, est-ce que les hommes doivent se mettre en avant ou à l'arrière? Moi, c'est ce que je dis parce que quelque part, ça renvoie aussi à ce côté-là. Parce que on leur demande pas de se mettre en avant. Non, mais justement, si les hommes se mettent en avant, il y aura un problème. Si on se met en arrière, il y aura aussi un problème. Donc, c'est quoi en fait la solution? Faut juste être là. Oui, mais justement, c'est quoi la solution? Si on est là, on se met devant ou à l'arrière? Non, on peut pas se mettre devant dans quelque chose qui concerne quelqu'un d'autre. Oui, mais justement, si on se met à l'arrière, même s'ils viennent, ils vont prendre la lumière de toute manière. Cette lumière-là, tu vois. Oui, mais justement, vous servez de cette lumière-là pour vous mieux éclore. C'est-à-dire que pour qu'on puisse voir quelque chose, il faut que la lumière soit mise sur cette chose-là. Et à partir du moment que c'est mis, mais c'est intéressant ça. Donc peut-être que c'est un produit d'appel. Mais maintenant, après, derrière, c'est vous qui faites le job. Voilà. Donc si après, effectivement, on met la lumière et que le job n'est pas fait, c'est sûr qu'il n'y a plus d'engouement derrière. Oui, c'est vrai. Ça me fait penser à ce qu'on fait dans les tournois maintenant. Il y a un tournoi assez connu qui s'appelle Impulstar. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, c'est Impulstar, c'est un tournoi de jeunes, Foot Street, etc. Et maintenant, ils ont intégré la partie féminine. Mais en intégrant la partie féminine au tournoi masculin, les gens regardent plus
le tournoi féminin et ils disent mais les filles elles jouent comme ça. Et en fait ça crée une envie d'aller regarder plus de matchs féminins. Ouais, donc il y a eu un produit d'appel. Et puis effectivement, peut-être qu'il faut penser à ça parce que c'est quand même dommage. Mais comme il dit Bruno, le retard historique. Et l'histoire même est comme ça, hein, ça prend son temps. Après moi en fait je suis d'accord avec ça, mais j'ai mon côté aussi qui me dit on dépend de ça quoi. Non mais c'est vrai on n'arrive pas. Par exemple, on n'arrive pas encore à regarder le football féminin en se disant je regarde le football féminin, je prends du plaisir, ou ça va être un événement incroyable à Cannes, etc. Je vais m'y intéresser. On a encore besoin de ces sportifs hommes qui viennent donner de la lumière à ces femmes. Et après, deux fois, je suis pas contre. Aujourd'hui, ici, je crois que c'est la fédération qui a mis en place les clubs masculins qui sont obligés d'avoir des sections féminines. On est obligé de passer par là parce que sinon on coule. Il y a cette réalité-là. Mais après, je pense que je me dis que c'est encore dommage d'être dans ça, quoi. Parce que les médias jouent vraiment le rôle, même aussi sur la publicité sur les matchs féminins. On les voit pas, hein. On les voit pas du tout. Tu vois comment on annonce PSG, OM. Non mais. Après, je pense qu'il y a déjà, moi je pense qu'il y a Canal+, qui commence déjà un petit peu à faire de la promotion. Ouais, mais Canal+, c'est un média privé. Je pense qu'on a plein de médias qui pourraient quand même... Il y a vachement de vigilance qui est apportée chez France Télévisions, comme chaîne publique, hein, sur la parité du genre. Hein. Mais oui, ça suffit pas. Ça suffit pas, c'est ça. Déjà, il y a le retard. Et si c'est tout timide, bon, c'est un peu compliqué. Moi, j'aimerais avoir un truc de match comme si c'était des gladiateurs qui venaient jouer. Quand tu regardes la pub, même, tu dis, attends, il y a ça là-bas, en fait, t'as envie. Après, on risque de déplaire. Hein. Après, peut-être que ça n'arrivera jamais. Peut-être qu'il y a un autre modèle. C'est ça. Parce que un PSG-OM, ça génère une passion, mais de dingue. C'est ça. Je parle des hommes. Je suis pas sûr qu'on ait une passion symétrique en prenant le retard historique qu'on recolle pour voir que en 2072, en fait, un PSG-OM femme, ça va avoir un truc de dingue. Je pense que ça n'arrivera pas. Pourtant, c'est la même histoire, que ce soit homme ou femme. C'est différent. C'est différent. Moi, je suis même pas dans cette recherche-là d'égalité ou équité. Moi, je demande juste que quand les présentateurs présentent les matchs féminins, au moins que ce soit présenté comme les garçons. Juste ne serait-ce que la manière dont c'est filmé. Moi, désolé, des fois, je regarde des matchs féminins, j'ai plus envie de regarder. Le ballon, il est déjà là-bas, la caméra est... Non, mais c'est la qualité. C'est important. La qualité de... Je pense qu'ils prennent juste la VO et puis ils mettent comme ça et nous, on suit le match. Les garçons, vous avez tous les angles qu'on a. Parfois, on est dans le match, on est dans le stade avec eux. Et la manière dont c'est filmé, c'est pas la même chose. Parfois, ils connaissent pas le nom des joueuses. Par exemple, t'as Katoto en pointe, ils vont dire ouais, Guéhoro, ça te dérange quand tu connais un peu le football. Non, mais c'est vrai, c'est que des petits trucs comme ça où tu dis mais ça se voit qu'il est pas branché au football féminin, mais il essaye. Et c'est ça qui est dommage. Peut-être qu'il faut mettre après des femmes qui connaissent un peu plus le football ou des hommes, parce qu'il y en a qui sont. Mais juste corriger ce genre de choses qui peut un peu plus donner envie de regarder. Une volonté manifeste de vouloir faire les choses bien. De base, voilà, c'est ça. Et des moyens. Bien sûr. Et des moyens. Tu t'évoques sur la production. C'est une question de moyens. Aucune chaîne au monde a envie de diffuser un match qui n'est pas bien réalisé. C'est ça, Sauf que les mecs ne peuvent pas payer des caméras en plus parce qu'il n'y a pas l'économie qui permet d'eux. Bien sûr. Direct 8, qui est une des premières chaînes qui fait confiance au football féminin en France, et tant mieux. S'ils ne l'avaient pas fait, ça aurait pris encore du retard. Bon, ils l'ont fait, mais pas assez bien, je partage. C'est ça, et puis j'ai l'impression quand je regarde les matchs féminins, par exemple, je prends un exemple, si on regarde un match de Mbappé, on va parler, il n'a pas marqué depuis tant de buts, etc. Son extra-football, allez, on va pas trop l'entendre. On va parler que de son football, ses transferts, etc. En plein match, je suis en train de regarder PSG face à je sais pas qui, un match féminin où il y a Katoto, dernièrement elle a une histoire avec son coach, ou son directeur sportif, je sais plus. Je suis en plein match en train de regarder. Oh mais c'est vrai qu'elle sort en plus d'une altercation avec le directeur sportif ou le coach. Ça peut desservir au foot. Mais en fait, on est en train de parler du match. Tu parles de... Et tu vois, c'est décalage aussi. Ramener aux rumeurs. Oui, voilà, à des choses qui sont pas football en fait. Tout simplement, commente le jeu et commente pas la joueuse qui a
je sais pas. Donc, il faut une formation même auprès des médias pour qu'ils puissent eux-mêmes pouvoir. Mais pourtant, il faut déjà de volonté. Ils savent déjà le faire en fait. Non, il faut pas ça qu'ils savent pas le faire. Moi, je pense qu'il faut vraiment une formation. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a la perception. La perception qu'on a des personnes qui sont en train de jouer peut interagir sur la façon dont on rend les choses. Donc moi, je pense que quelque part, quand je parle de formation, c'est pas forcément les former au métier, ils le connaissent, mais les former sur la façon de pouvoir rendre des choses. C'est très important. Oui, il faut mettre des consultants. Moi, j'adore comme mon amie ex-handballeuse Marianne Signaté commente les matchs de hand avec un mec sur l'équipe TV. C'est ça. Et dans la technique et tout. Mais moi, j'adore l'écouter parce qu'on est dans la technique absolue. Pourquoi ne pas prendre plus de connaisseuses et prendre des gens qui se tombent même sur les mais je crois qu'il y en a, non? Par exemple, Laure Boulot, elle le fait déjà. Oui, il y a Laure Boulot. Après, elles sont sur des matchs masculins, pas sur des matchs féminins. Il y a Nessibo aussi, mais match. C'est ça, en fait, je veux dire. Moi, je parle du football féminin, là. S'il y en a, pourquoi ne pas aller vers ces personnes-là et préférer prendre des personnes qui n'en savent rien? Comme d'autres débats sur lesquels on ne va pas aller ici, mais où on parle des gens qui ne sont même pas sur le plateau pour se défendre. Non, je suis d'accord. Moi, je pense qu'il faut aller vers ces personnes-là. Donc, je pense que les médias doivent faire un travail aussi à ce niveau-là, au-delà de toute chose. Sûr. Si vous faites le boulot derrière et que c'est filmé, le ballon est là-bas, toi tu es là-bas. Non, franchement, dans la qualité de l'image, c'est le strict minimum, tu vois. Je pense qu'ils peuvent s'améliorer quand même. Après, peut-être, c'est une question de moyens, etc. Sûrement. Mais au-delà des moyens, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Parce que j'ai l'imprestion qu'il y a plein de pistes de solutions. Mais en fait, je pense que c'est déjà, il faut une volonté déjà de base et de le faire. Et financement. Faut peut-être créer un média féminin qui va... C'est vrai. Un média qui va pas forcément aller sur le foot féminin seulement, sur le sport féminin, mais qui va mettre en lumière tous les sports, quels qu'ils soient. C'est pas simple. Il faut les financements aussi derrière. Moi, j'ai lancé un média féminin en 2016 en France qui est toujours pas rentable. Si j'ai pas d'autres médias à côté et ma bonne volonté et mon énergie, en fait, ils sont pas là. C'est ça. Pas simple. Mais bon, il y a plein de choses qui changent. Quand on regarde le haut du football, il y a la FIFA qui transmet vers la CAF des revenus qui proviennent du football mondial. Il y a un plan stratégique qui est mis par la CAF. Voilà, il y a des actions. Il faut que ça vienne aussi sur le terrain, les joueurs. Puis il faut tous de la bonne volonté, hommes et femmes dans l'alliance pour que ça marche mieux. Peut-être que comme c'est pas bankable, on se dit c'est pas la peine. Mais il faut qu'on se donne la force nous-mêmes d'abord. C'est ça, c'est ce que je pense aussi. Nous, les femmes, on devrait d'abord regarder plus ce qu'on fait. C'est-à-dire que quand il y a un match, par exemple, qui n'est pas PSG ou l'OL, etc., peut-être qu'on devrait plus regarder le match ou aller plus dans les stades. Mais oui, il faut donner la force aussi. C'est ça, oui. Tu vois, si tu payes ton billet, tu donnes la force au club, etc., etc. Mais on est là. Franchement, je mets au défi une personne qui PSG-OM, un match de Champions League masculin-féminin. Je pense que si tu poses la question aux femmes, quel match elles vont regarder, une grande partie va aller regarder le match masculin. Ouais, ça c'est vrai. Honnêtement. Donc en fait, je pense qu'on devrait se donner d'abord la force. Mais est-ce que vos familles regardent vos matchs? Moi, quand j'étais au Mali, oui, ils regardaient, bien sûr. Ah ouais. Pas mal. Ouais. Quand même. Pas toute ma famille, mais une bonne partie. Par exemple, moi, mes frères, ils regardent plus mes matchs que mes sœurs. Mes sœurs, je sais même pas si elles... c'est vrai. Tu vois, souvent les hommes. Mais bon, après, je pense que le sport enfin, il y a certains sports, on va dire, qui n'intéressent pas beaucoup les femmes déjà de base. Moi, j'ai eu du mal avec le foot parce que, comme je le disais, souvent ça sortait à l'heure des télés de Willas. Donc, je peux pas regarder ma série. Donc, je n'avais pas d'appétence pour le foot du tout. Même ça, c'est. On veut développer le sport féminin. Mettez dans une chaîne claire où tout le monde peut regarder. On met sur des chaînes payantes. Mais franchement, aujourd'hui, qui va payer pour aller regarder? Déjà, on a du mal à aller au stade prendre un billet. Donc, parfois, c'est des prix symboliques. Quand on dit ça, c'est pas les matchs des garçons. Il y a même des PFC qui offrent ces matchs gratuits. Donc, mais mettez dans une chaîne claire, qu'on commence à prendre l'habitude, etc. Après, on bascule ça sur les chaînes. Voilà quoi. Mais sinon, c'est... Après, moi, je regarde souvent les matchs du FC Barcelone féminin, parce que c'est mon équipe. C'est technique. Bien sûr. Mais parce que t'es fan déjà du Barça. C'est ça, déjà de base. C'est une première approche, hein. Bien sûr. Bon, c'est tout à cause de la Nigériane, comment ça s'appelle Oshoala. Oshoala, vu qu'elle jouait là-bas, je crois, en 2016, 2019 jusqu'à 2024, je crois, elle a quitté l'année dernière. Je me suis intéressé un peu. Je me suis dit, vu que je regarde tout le temps le match masculin, elle dit, mais qu'est-ce que les filles font à côté? C'est pour ça que je me suis intéressé. Après, je connais plein de joueuses, quoi.
D'ailleurs, c'est qui la Ballon d'Or? Tu poses la question. Féminine. Attends. Il y avait Putellas, là. Et là, le dernier, c'est la Barcelonaise. Oui. Comment elle s'appelle? Tu vois, c'est grave. Je l'ai. Ah, c'est grave. Bruno, tu le connais? Bruno? Ah, pas du tout. Attends. Il va... Je suis restée sur l'avant-dernier, désolé. Ah, écoute. Elle s'appelle Aitana Bonmati. Vas-y, donne la réponse. Ça, tu peux. On allait jamais trouver. Écoute. Toi, tu connaissais pas? Non, mais c'est bien. T'as vu, même ça, c'est. Oui. Même ça, oui, même si vous la question à beaucoup de gens, ils vont pas le savoir. C'était Rodrigo. Ouais, tu vois, masculin, tu le connais. C'est pas bien pour sûr. football. Demandez, il y a des sondages d'opinion, j'en ai fait plein aux Français sur leurs sportives préférées. Oui. Dans le top, vous allez avoir du Gianni Longo et du Laure Manodou. Ah oui, quand même. Ah, mais oui. Ouais. Donc, pas facile. Hein. Mais bon, même chose, rôle modèle. Il faut des gens, bien sûr. Personnalités qui. C'est un schéma répétitif. En tout cas, on en arrive au point où on va vous demander à vous quels sont les conseils que vous pouvez donner déjà aux jeunes filles qui ont envie de se lancer ou qui n'osent pas ou qui n'imaginent même pas se lancer. Alors, pour ma part, j'ai créé une association et aussi une application qui permet de mettre en lien les femmes pour faire du sport ensemble. C'est Lady Squad et joueurs comme elle. Ouais. C'est Lady Squad aujourd'hui. Et j'ai aussi cette association-là, justement, elle est née tout simplement du fait que moi, les filles venaient me solliciter quand j'ai commencé à jouer au niveau et elles voulaient aussi soit jouer au football, mais pas que, elles voulaient sortir du quartier, tout simplement. Et pour moi, ça a été un moyen de rester là où j'ai grandi et de pouvoir faire sortir ces filles-là et qu'elles osent vivre aussi leurs rêves. Donc aujourd'hui, je leur dirais, faut oser. Mais c'est difficile d'oser, mais je pense qu'il faut... nous, on a plus un rôle à jouer à aller sensibiliser ces filles-là au sein des quartiers, mais partout où elles sont aussi. Et un conseil, faut s'écouter. Parce qu'il n'y a personne qui peut vivre ta passion. Moi, je l'ai compris, qu'il n'y a personne qui peut vivre ce que tu vis. Au début, quand j'ai commencé à parler, j'ai dit, c'était pas le football en lui-même, moi, qui m'animait. C'est tout ce que ça me procurait à l'intérieur. Et ça, il n'y a que toi qui peux savoir et le vivre. C'était pour moi un bien-être. Ça m'a évité d'arrêter l'école. Ça m'a évité plein de choses. Et je pense que, voilà, faut s'écouter soi-même. Vraiment. Un petit message, Bruno? Alors, moi j'ai pas de conseils à donner. Je me sens pas l'autorité de donner des conseils. Par contre, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que, et toutes mes amies sportives, et même celles que je connais pas, c'est un message pour les jeunes, c'est oser et croire en ses rêves. Parce qu'en fait, la vérité vraie, c'est que tout est possible, en fait. Clairement, et je rajoute un « et ». Ne pas tolérer l'inexcusable. Et puis, un truc, mais qui est valable pour tout, il faut travailler dur. C'est ça. Voilà. Donc, oser, croire en ses rêves, c'est possible, travailler dur et se faire respecter. C'est déjà pas mal. C'est bien ça. Il me l'a enlevé de la bouche, parce que j'allais dire croire en ses rêves. Croire en ses rêves. Et aussi pousser des portes qu'on pense souvent inatteignables. Ouais, puis vous avez, vous les sportifs, des vraies responsabilités de transmission. Moi, je me souviens, je reparle de Bineta, la Sénégalaise qui a fait la seule escrimeuse sénégalaise qui a fait les Jeux Olympiques de Paris. Je l'interview et elle me dit, mais en fait, moi j'ai fait des escrimes parce qu'au-dessus de mon lit, j'avais le poster de Laura Flessel. Mais c'est génial! Mais c'est génial! Et elle y est arrivée, elle fait les Jeux Olympiques de Paris. Ah ben là. Et son truc, c'est Laura Flessel au-dessus de mon lit collé, voilà. Donc c'est génial. Donc le rôle modèle de donner envie et de raconter l'histoire aussi, mais pas forcément de façon méga énorme, mais voilà, d'aller se promener dans les collèges en Île-de-France, et puis aussi en Afrique, et de raconter des vraies histoires. Ta vie, ton œuvre. C'est vachement important. Ça donne de l'énergie, en fait. Est-ce que vous avez actuellement une actualité, des événements à nous recommander? Le Lady Squad, par exemple. Justement, bientôt, on est censé aller pour la CAN féminine au Maroc. Mais pour regarder les matchs, mais pas que, on a pour ambition d'aller à la rencontre des clubs
sportifs féminins, mais aussi des structures féminines pour sensibiliser sur toutes les questions liées à la femme, le sport, mais surtout une chose qu'on ne prend pas en compte, c'est l'impact des menstrues sur la performance sportive. Et ça, c'est quelque chose qu'on aimerait vraiment développer, même en France, parce que ça joue un rôle et aussi sensibiliser les coachs masculins qui ne savent pas que ça peut avoir autant d'impact sur les émotions, mais aussi sur l'état physique des femmes. Et que parfois, c'est pas qu'on a la mauvaise volonté de pas pouvoir être performante sur le terrain, mais c'est qu'on est en incapacité et qu'il faut parfois adapter la séance ou adapter la manière de communiquer avec cette joueuse-là lors de sa période de menstrue. Je pense que ce serait pas plus simple que ce soit une coach féminine qui gère les filles. Pas forcément. Pour mieux comprendre ses problèmes. Moi, j'ai toujours préféré les coachs hommes parce que je trouvais, c'est vraiment propre à ma personne, j'ai déjà eu des coachs féminines et je trouve qu'elles sont trop dans les émotions. Et moi, ça me dérangeait. C'est dur de... Un homme, il va être dans les... Enfin, un homme, il va prendre le côté humain, mais il va... Pour moi, le côté football sera toujours au-dessus. Une femme, elle peut faire des choix parfois par émotion, par sensibilité, etc. Moi, je préfère plutôt ce côté-là où on est plus football. Voilà, c'est ça. Et du coup, par contre, sur le côté des menstrues, c'est vraiment quelque chose qu'on a commencé à développer au sein de l'association parce que le nombre de fois on a dû faire des matchs, mais le nombre de fois on a été assujetti à la blessure où on s'est blessé parce que tout simplement on était en période de menstrues ou après, parce qu'il faut savoir que c'est vraiment la période juste avant les menstrues qu'on est plus assujetti à la blessure, l'alimentation, etc. C'est des choses qu'on ne nous a pas enseignées, mais qui sont, j'ai envie de dire, mais tellement importants pour le haut niveau ou même pour une pratique pour une pratique banale, quoi. Et ça à prendre en compte. Même sur les émotions, parfois les femmes on dit c'est plus chiant, etc. etc. Non, c'est pas que c'est plus chiant. À ce moment-là, elle n'est pas elle-même. Non, mais c'est un très bon sujet. En plus, c'est un sujet qui permet de suppléer aussi à certaines familles où en fait il y a un tabou absolu, où on parle pas de ces choses-là. Et le fait, il y a des cas. Moi, j'ai des, alors je sais plus avec qui c'était fait, mais où il y a des actions qui sont faites pour aller faire justement de la pédagogie sur les menstrues auprès des jeunes filles dans un univers sportif qui permet après de retourner les freins socio-culturels qu'on a, puisqu'en fait elles vont avoir en fait un gain éducatif et de la vie en général qui va venir par le sport. C'est vrai. Bien sûr. Il y a un cas sur lequel on bosse en ce moment. Alors sur la francophonie au Cambodge, où en fait il y a des jeunes couturières par le sport qui fabriquent des culottes menstruelles lavables. Voilà, ça fait de la pédagogie. C'est vachement malin. Ça c'est innovant en plus. Donc c'est des vrais sujets dont il faut parler aussi, ça. Et qui jouent sur les risques de blessures, qui sont quand même le point clé pour une sportive. C'est clair. Donc, non, au contraire, il faut s'en emparer, bien sûr. Un petit dernier mot pour la fin, c'est comment vous voyez le sport d'ici, on va dire, 2040, donc 15-20 ans, pour vous? Putain, je vais être âgé, moi. J'ai 20 ans, mais bon. Moi, je te laisse répondre d'abord. Historiquement, on sera toujours jamais au même stade que les hommes, vu que historiquement, on part avec du retard. Mais je pense, en tout cas dans mon idéal, que les choses auraient évolué au point où les plus jeunes qu'on croisera n'auront pas à briser les mêmes barrières, à bousculer les mêmes portes qu'on a dû nous briser et casser. Donc j'espère qu'elles seront dans de meilleures conditions, vraiment. Et je suis quasiment sûre, parce que les choses ne font qu'évoluer. Dans le bon. Ouais, dans le bon. Bruno ? Moi, j'ai déjà donné la réponse tout à l'heure. L'Afrique est la future star du sport. Pas lui. La future star du sport, 1 et 2. Mais je l'ai écrit sur le haut de mon média ici, c'est les femmes sont l'avenir du sport. Voilà. Pas plus à dire. Dans 40 ans. Maybe. Comme toi, Myriam, tu aurais quelque chose? Non, moi, mon idéal, c'est qu'il y ait de plus en plus de jeunes filles qui pratiquent librement le football, même le sport en général, et que les familles mettent de moins en moins de freins à la pratique sportive. Je pense que c'est le plus important aujourd'hui.
La famille met énormément de freins aux jeunes filles. Ça, c'est vrai. Aïssatou, tu veux parler? C'est bon, merci. C'est bon. En tout cas, j'espère que tout ce qu'on a dit ici t'a appris quand même quelques petites choses. Parce que moi aussi, j'ai appris. Énormément. Énormément, franchement. C'est toujours intéressant de parler avec des personnes qui sont directement concernées. Ça permet vraiment. Je veux bien rajouter un truc pour Aïssatou. Il y a un truc génial, moi, que je viens de découvrir, avec la natation. Il y a des actions qui vont être menées, notamment par la ville de Besançon prochainement, sur territoire africain, où il va y avoir des bassins mobiles qui vont se balader pour apprendre à nager et éviter des mortalités par noyade. C'est vrai. Donc je trouve ça super vertueux. C'est un projet qui est la natation pour faire progresser le monde. Puis la natation, c'est un sport génial. Mais oui, parce qu'effectivement, on pourrait en faire tout un sujet. Hein. La natation dans les pays africains. Comme ça, les gens arrêteront de dire qu'on ne sait pas nager. Ouais, c'est ça. Mais en fait, on ne sait pas nager. Tu sais nager, toi? Non, c'est pas qu'on ne sait pas nager. Vaguement. C'est juste que musculairement, c'est pas qu'on ne sait pas forcément nager, c'est qu'on flotte moins. Parce que musculairement, vraiment, on est plus lourd. Il y a un côté un peu morphologie à prendre en compte. Et moi, je pense aussi, il y a le contexte. Il y a combien de piscines là-bas? Dans certains pays, il y a la mer quand même. La Fédération internationale de natation vient de faire une donation à l'AFNOR, Comité olympique. Alors, vous retrouverez ça dans les médias. La Fédération internationale a offert 50 piscines à l'ACNOA pour le sol africain. C'est vachement bien. C'est vrai que j'ai jamais posé la question, il n'y a pas beaucoup de piscines. Non, il n'y a pas. En fait, c'est pas dans. C'est pas beaucoup, il n'y en a pas. C'est pas dans notre façon de faire. Il y a des points d'eau, mais moi, je ne vais pas apprendre à nager dans la mer. Donc, je veux dire, après, il y en a. Il y en a dans des endroits, c'est pas que ça n'existe pas, mais culturellement, c'est pas quelque chose qui est mis en avant. Qui est mis en avant. Bref, la natation quand même. Et de toute façon, puisqu'on est en train de se projeter dans les 50 ans qui viennent, il y aura des Africaines qui seront championnes olympiques de natation. C'est certain. C'est mécaniquement c'est obligatoire avec la démographie. Il faut. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu. On a passé un bon moment avec vous. On a appris beaucoup de choses. En tout cas, donc, je vous souhaite une bonne journée. Et merci encore. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Aïssatou.